Paul Kennedy, dans son ouvrage Naissance et déclin des grandes puissances, a présenté le postulat selon lequel la force d'un empire est relative. Elle est fonction de celle des autres puissances avec lesquelles il coexiste. Il avançait ainsi l'idée d'une situation d'hypertrophie impériale, dans laquelle se trouve toujours une puissance avant son déclin. À l'époque de Kennedy, URSS et États-Unis étaient les deux superpuissances qui s'affrontaient, et la Chine atteignait alors à peine le niveau de puissance régionale. Finalement, l'URSS s'est effondrée bien plus tôt que l'auteur ne l'avait entrevu, et les États-Unis semblent perdurer, malgré le fameux déclin que Kennedy avait osé prédire. La véritable question qui se pose alors est de savoir si l'heure de la fin de l'hégémonie américaine n'a pas sonné, si, comme l'annonce Graham Allison, les États-Unis et la Chine ne sont pas tombés dans le piège de Thucydide, l'hyperpuissance surpassée par l'émergence, l'empire américain en déclin face à la résurgence de l'empire du milieu. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Je suis Baptiste Coinet, président de Dauphine Stratégie Défense. Vous l'aurez compris, et vous êtes d'ailleurs, je vous en remercie, vous êtes présents d'ailleurs pour cette raison, j'imagine, la conférence portera sur le thème de la Chine. Je remercie très sincèrement M. Bondaz, qui était encore il y a peu à Stockholm et qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous partager son savoir, son expertise et son éclairage sur les enjeux que nous allons aborder ensemble ce soir. Monsieur Bondaz, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris ainsi que chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous y dirigez les programmes Corée et Taïwan sur la sécurité et la diplomatie. Cela va sans dire que vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes de l'Asie de l'Est et donc de la Chine. Vous êtes d'ailleurs à ce titre régulièrement consulté, notamment dans de nombreuses institutions, Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen, OCDE, OTAN, ONU. Vous participez en outre aux nombreux dialogues TRAC 1.5, qui sont, pour faire simple, un entre-deux entre ce que l'on appelle le TRAC 1.0, c'est-à-dire la diplomatie classique formelle entre États, et le TRAC 2.0, c'est-à-dire l'ensemble des relations internationales qu'entretiennent des acteurs privés, tels que des think tanks par exemple. Vous rencontrez de ce fait maints dirigeants asiatiques, dont nord-coréens. Très actifs sur les réseaux, vous faites résonner l'actualité par une mise en perspective historique, géopolitique et stratégique des enjeux. Dernièrement, c'est le rapport de l'IRSEM de septembre dernier portant sur les opérations d'influence de la Chine que vous avez félicité, alors qu'il s'inscrit dans ce que l'on peut appeler une alerte que vous effectuez sur les intentions d'une Chine en pleine montée en puissance sur tous les plans, économiques, commerciaux, militaires, énergétiques, diplomatiques, etc. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu les plus de 600 pages de ce rapport, mais je suis certain qu'ils sont peu nombreux dans cette assemblée ce soir, notre cher invité va pouvoir donner des clés de compréhension sur des sujets qui, bien qu'omniprésents dans l'actualité de ces derniers mois et années, trouvent leurs traces dans des complexités géopolitiques et stratégiques datant de plusieurs décennies parfois. Il est évident que la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle que l'on nous a enseignée au lycée, du moins pour les promotions datant d'avant l'instauration de la spécialité géopolitique que certains L1 ont eu la chance de pouvoir choisir. Les premières dynasties chinoises ont émergé dans le centre de la Chine vers moins 1045, dans l'ère de l'Empire du Milieu qui dura plus de 8 siècles. Mais c'est la dynastie Qin qui, la première fois, unifia le pays en 221 avant Jésus-Christ. De grandes dynasties, dont la dernière d'entre elles, Qing, se sont ensuite succédées, entrecoupées par des périodes troublées comme les invasions mongoles. C'est en 1921 que le Parti communiste est créé à Shanghai, face au parti nationaliste Kuomintang. Mao Zedong proclame en 1931 la République soviétique chinoise, laquelle sera suivie par la fameuse Longue Marche, lors de laquelle Mao s'affirme comme chef communiste chinois, alors que le Parti communiste et l'Armée populaire de libération fuient les nationalistes. Quelques années plus tard, alors que les nationalistes sont épuisés par la guerre sino-japonaise qu'ils livrent, le grand timonier proclame en 1949 la République populaire de Chine, tandis que les nationalistes se réfugient à Formose, aujourd'hui Taïwan. Après avoir déclaré que la Chine devait pouvoir compter sur ses propres forces et marcher sur ses deux jambes, Mao lance en 1958 le grand bond en avant, suivi entre 1966 et 1976 par la grande révolution culturelle chinoise. En 1971, 7 ans après De Gaulle, Nixon reconnaît enfin sur les conseils de Kissinger la République populaire de Chine, à la place de la République de Chine des nationalistes, ce qui aura pour effet de conférer à la République populaire de Chine un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ce n'est qu'en 1978 que le pays semble se relever et entamer une ascension fulgurante après l'arrivée de Deng Xiaoping, devenu numéro 1 de la République populaire de Chine. Celui qui avait été secrétaire général du parti quelques années auparavant a été l'instigateur d'une véritable ouverture chinoise, mettant en place l'économie socialiste du pays. Le petit timonier a de ce fait contribué à l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, suivi par une croissance souvent à 2 chiffres et qui depuis n'a jamais été inférieure à 5%. Aujourd'hui, à la veille du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping semble dessiner devant lui la possibilité d'un 3e mandat en tant que président. Ce bref rappel historique jusqu'à aujourd'hui effectué, je ne m'attarderai que très peu sur les enjeux dont nous allons discuter ce soir. Bien évidemment, il s'agira de parler de la situation de Taïwan vis-à-vis de la Chine, fortement marquée par l'actualité, comme vous l'avez probablement entendu, ainsi que celle d'Hong Kong. Seront également abordées les relations avec l'Union européenne, la guerre commerciale avec les États-Unis, les nouveaux marchés chinois tels que les nouvelles routes de la soie ou la Chine-Afrique, mais également la question des Ouïghours et plus généralement celle des droits de l'homme en Chine, mais aussi la Tech War, les enjeux militaires de défense pour la Chine, la politique énergétique chinoise ou encore la 5G. En bref, autant de sujets sur lesquels je ne m'étends pas plus, puisque nous aurons amplement le temps de les aborder, d'abord lors de la première partie entretien, menée par Philomène Potin et Timothée Jekyll à ma droite, qui ont eu la bravoure de siéger aux côtés de notre spécialiste de la Chine ce soir. Puis, lors d'une seconde partie, nous ferons circuler un micro pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez à M. Bondaz. J'achèverai cette introduction bien trop longue pour n'être que liminaire pour vous rappeler que le masque est obligatoire, malheureusement, mais c'est nécessaire, tout au long de l'événement. Par ailleurs, un cocktail sera organisé à son issue. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Notre association DSD est très heureuse de pouvoir partager de nombreux contenus sur tous nos réseaux, sur des articles, des conférences, des podcasts. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et pour les Dauphinois, DSD recrute. Sur ce, excellente conférence à tous. Étant spécialiste de Taïwan, la première question de cette conférence portera sur ce sujet. À l'occasion des commémorations du 110e anniversaire de la Révolution de 1911, renversant la dernière dynastie impériale chinoise ayant eu lieu samedi, Xi Jinping qualifiait Taïwan de province rebelle, Pékin la considérant toujours comme sa 23e province. Lors de cette même commémoration, également célébrée du côté de Taipei, et en réponse au président chinois, la présidente taïwanaise a affirmé que l'île devait résister à toute annexion. Le 11 janvier 2020, Tsai Ing-wen déclarait « Taïwan a montré au monde à quel point nous aimons notre mode de vie libre et démocratique suite à sa réélection à l'élection présidentielle à Taïwan face à son rival pro-Pékin. » Hier, lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine, qu'est Taïwan, elle déclarait « Les pays libres et démocratiques du monde entier ont été alertés de l'expansion de l'autoritarisme, Taïwan se tenant sur la première ligne de défense de la démocratie. » Cette évolution dans le discours officiel taïwanais étant irrémédiablement liée à l'évolution de la stratégie chinoise envers l'île de Formosé, et notamment par le nombre inédit d'incursions d'avions de combat chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, illustrée par exemple par lundi dernier avec plus d'une 50aine d'avions. Cette évolution montre-t-elle une incertitude stratégique concernant la protection de Taïwan, comme vous le soulignez dans un de vos récents tweets? Et dès lors, comment l'expliquez-vous? Bonsoir et merci à tous d'être venus. À Sciences Po, d'habitude, il y a toujours moins de monde, donc je vous félicite pour que Dauphine réussisse à mobiliser un grand nombre de personnes. Sur la question de Taïwan, il y a plusieurs choses. Il faut déjà remettre dans le contexte qu'il y ait une dégradation des relations très claire depuis le premier mandat de Tsai Ing-wen, la présidente du DPP, qui n'est pas une présidente indépendantiste, contrairement à ce qui est dit, qui est une présidente, à la rigueur, on peut dire autonomiste, ou en tout cas en faveur du statu quo. Et à partir de 2016, on a vu une stratégie de pression chinoise qui n'a cessé de s'accroître sur le plan politique et diplomatique. On a cherché à isoler Taïwan sur la scène internationale en faisant en sorte que Taïwan n'ait plus un statut de membre observateur, n'est pas membre à part entière, mais de membre observateur dans certaines organisations internationales, notamment l'Assemblée mondiale de la santé qui fait partie de l'OMS. Pékin a cherché à faire en sorte que les pays qui avaient encore des relations diplomatiques avec la République de Chine-Taïwan mettent fin pour certains à leurs relations diplomatiques. C'est le cas des îles Salomon, c'est le cas du Panama ces dernières années. Une stratégie de pression qui a été économique, avec par exemple des sanctions de fait sur le tourisme chinois à destination de Taïwan, qui a des impacts sur l'économie locale, et puis par exemple des sanctions sur l'exportation de certains produits agricoles. On a parlé beaucoup l'année dernière de l'ananas,
de Taïwan, et puis aujourd'hui c'est sur d'autres matières, produits agricoles, et puis évidemment des pressions militaires qui ne sont pas du tout nouvelles, hein, mais qui aujourd'hui sont renouvelées et peut-être d'une intensité encore plus forte, vous l'avez mentionné, avec ces incursions dans la zone d'identification et de défense aérienne, ce qui n'est pas, il faut être très clair, contrairement à ce qui est dit souvent dans les médias, l'espace aérien de Taïwan. C'est-à-dire que ces avions ne survolent pas le territoire de Taïwan, ils n'entrent même pas dans l'espace aérien, ils vont simplement dans une zone qui a été décrétée de façon unilatérale par la République de Chine, Taïwan, au début des années 50, au même moment où la Corée du Sud, les Philippines ou le Japon le faisaient, sur recommandation américaine. Ce sont en fait ce qu'on appelle une NADIS, c'est une zone qui va bien au-delà de l'espace aérien et qui vise à demander une identification des appareils qui rentrent dans cette zone. Donc concrètement, les Taïwanais s'attendent à ce que n'importe quel avion étranger, notamment militaire, qui entre dans la zone, prévienne tout simplement les autorités taïwanaises. Ce n'est pas une zone reconnue internationalement, il n'y a pas de droit international sur les ADIS. Donc entre guillemets, quand les Chinois rentrent dans cette zone, ils ne font rien d'illégal sur le droit international, en termes de droit international. Par contre, ce qui change, c'est qu'avant, ils ne le faisaient pas. Parce qu'il y avait un consensus qui faisait, entre guillemets, une pratique qui faisait que les avions de l'Armée populaire de libération ne rentraient pas dans cette zone. Maintenant, ils y rentrent. Donc, l'objectif, c'est de faire pression. L'objectif, c'est une démonstration de force nationaliste. Quand vous le faites entre le 1er et le 4 octobre, c'est évidemment lié au l'anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. Vous testez les défenses adverses, vous accélérez le vieillissement des équipements militaires de l'adversaire parce que vous nécessitez des décollages d'urgence, des F-16 taïwanais, etc. Et évidemment, ça use les appareils. Vous essayez de démoraliser la population en lui disant, vous voyez, ça ne sert à rien, le rapport de force est trop défavorable. Vous testez les réactions internationales, etc. Bon. Donc ça, c'est un contexte, entre guillemets, de pression accrue de la Chine sur Taïwan. La réponse de Taïwan depuis 2016, c'est pas du tout d'aller dans la provocation qui serait de dire, par exemple, comme il y a 15 ans, il y avait des vrais débats à Taïwan, on va demander un siège de membre de l'ONU, par exemple. On veut que la République de Chine-Taïwan, voire, pourquoi pas, renommée en République de Taïwan, par exemple, demande un siège officiellement à l'ONU. C'est pas du tout le cas, c'est pas un débat aujourd'hui à Taïwan, comme ça l'était au début des années 2000 sous la présidence Chen Shui-bian, qui était aussi un président du parti progressiste qu'on appelle le DPP. La stratégie de Taïwan aujourd'hui, c'est celle en fait du maintien du statu quo. C'est de dire on a une spécificité à Taïwan qu'on va préserver. Taïwan, ce n'est pas la République populaire de Chine, c'est la République de Chine. On a nos propres institutions, notre propre politique étrangère, nos propres forces armées, et on est distinct de la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, alors je sais que politiquement, un diplomate ne pourrait pas le dire, mais la République de Chine-Taïwan est un pays. Tout simplement, c'est un pays qui a une reconnaissance internationale extrêmement limitée, parce qu'il n'y a que 15 pays qui la reconnaissent, la République, mais Taïwan est de fait un pays. Après, la question de ce qu'on appelle la politique d'une seule Chine, ça c'est différent. C'est-à-dire que oui, effectivement, aujourd'hui, personne n'a de relations diplomatiques à la fois avec la République populaire de Chine et la République de Chine. Et c'est un non-débat. Il faut être très clair. Aujourd'hui, à Paris, au Quai d'Orsay ou même plus largement à Washington, personne ne se dit aujourd'hui est-ce qu'on va établir des relations diplomatiques avec la République de Chine. C'est un faux débat. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de mouvement sécessionniste, entre guillemets, au sens où Pékin l'entend. Il y a une réalité qui est que Taïwan, la République de Chine-Taïwan, est une entité politique distincte de la République populaire de Chine et que l'objectif pour eux, c'est évidemment de conserver ce modèle, de conserver leur modèle de société, leur modèle institutionnel, etc. Alors évidemment, Hong Kong a un impact, parce que quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, un pays de système ne fonctionne pas et ne pourra pas fonctionner avec Taïwan, pour ceux qui pensaient que c'était un modèle possible. Et l'objectif aujourd'hui des Taïwanais, dans leur immense majorité, c'est de maintenir le statu quo. Des gens aujourd'hui qui sont favorables à une unification, non pas réunification, mais unification avec la République populaire de Chine à Taïwan, c'est 2% de la population. C'est généralement des personnes très âgées. La jeunesse taïwanaise aujourd'hui a une identité taïwanaise. Ils ne se reconnaissent pas comme il y a 20 ans ou comme il y a 30 ans, comme chinois et taïwanais. Les jeunes disent on est taïwanais. Il y a la volonté de préserver leur modèle démocratique. Et aujourd'hui, il faut être très clair, Taïwan, en Asie du Nord-Est, c'est le système politique le plus démocratisé. Plus que le Japon, plus que la Corée du Sud. En termes de droits femmes-hommes, en termes de droits des minorités LGBT, en termes de droits des minorités ethniques, vous avez des avancées considérables qui ont été faites ces dernières années. Alors, ça ne va peut-être pas assez loin, ça c'est une autre question, mais une reconnaissance du droit des aborigènes, une capacité de regarder l'histoire de l'île
qui est une histoire extrêmement compliquée, hein, parce que c'est l'histoire de colonisation successive des Chinois du Fujian, un petit peu des Néerlandais et des Portugais, même si c'est entre guillemets limité, des Japonais à partir de 1895, des nationalistes à partir de 1945 et surtout après 1949. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail de mémoire à Taïwan qui n'est pas fait, par exemple, en Corée du Sud. Il y a une capacité de justice transitionnelle, de regarder l'histoire de façon directe et objective qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. Et là-dessus, je vous invite à lire, par exemple, un recueil de nouvelles qui s'appelle Formosana, qui a été publié au début de l'année, dont Stéphane Corcuff, qui est un prof à Sciences Po Lyon, a fait la préface, et qui est un excellent livre en fait, de courtes histoires, de nouvelles, hein, toutes écrites par des auteurs taïwanais sur la démocratisation. Alors ça se passe certains dans les années 80, certaines histoires dans les années 2000, etc. Il y a une dizaine d'histoires courtes. C'est extrêmement intéressant pour voir justement la question de la démocratisation de Taïwan de l'intérieur de la société. Et pour finir sur cette question-là, aujourd'hui, Taïwan est un problème pour la Chine au-delà des objectifs politiques de l'unification. Alors pourquoi je dis unification ? Alors, pour être très clair, donc, la République populaire de Chine n'a jamais contrôlé Taïwan, puisqu'elle est décrétée en 1949, et donc elle n'a jamais contrôlé Taïwan. Bon. L'Empire Qing, dont on a parlé dans l'introduction, a contrôlé Taïwan dans l'ensemble de l'île pendant 10 ans, de 1885 à 1895. Avant, c'était uniquement la partie des plaines, c'est-à-dire la partie occidentale de Taïwan, qui était en partie contrôlée par des colons, de fait, hein, venant principalement du Fujian, et ces zones administratives étaient gérées généralement par la province du Fujian. Il n'y avait pas de province de Taïwan. C'est uniquement suite à la guerre franco-chinoise de 1880-1885. Donc si vous allez aujourd'hui dans le nord de Taïwan, vous allez à Keelung, etc., vous avez un cimetière avec des soldats français. Il y a eu l'amiral Courbet. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça a in fine conduit la Chine à faire de l'ensemble de l'île une province. Et donc il y a eu une unification entre guillemets administrative pendant 10 ans, puis après de la colonisation japonaise pendant 50 ans. Et puis entre 1945 et 1949, un début de reprise en main par les nationalistes, la République de Chine-Taïwan, des massacres qui commencent dès 1945, des massacres qui se poursuivent dans les années 50, 60, 70, pendant ce qu'on appelle la période de loi martiale, la terreur blanche, etc. Et puis un processus de démocratisation. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'au-delà de l'aspect politique, il faut réunifier l'île avec le continent. L'aspect militaire, c'est un accès pour le Pacifique, pour la marine chinoise potentiellement. Il y a un aspect beaucoup plus politique, réel. En fait, Taïwan aujourd'hui, c'est la société de culture chinoise. Alors pas chinoise, parce que les Taïwanais, il y a des aborigènes, il y a des gens du Fujian, il y a des Mélanésiens, etc. Il y a des descendants de l'occupation japonaise, etc. C'est la société aujourd'hui de culture chinoise qui s'est démocratisée toute seule. Il n'y a pas eu d'intervention militaire américaine, hein, ce n'est pas les Américains qui ont forcé la démocratisation, et qui sert aujourd'hui de contre-modèle. Et aujourd'hui, pour le Parti communiste chinois, ce qui se passe à Taïwan, c'est quelque chose qui invalide toute la rhétorique de dire le Parti communiste est le seul héritier possible et il n'y a pas d'alternative possible dans l'histoire de la Chine. Eh bien si, vous avez l'exemple à Taïwan d'une société multiethnique, comme la Chine, de culture chinoise, même s'il y a des influences japonaises, aujourd'hui occidentales, etc., aborigènes aussi, historiquement, qui s'est démocratisée de l'intérieur et qui aujourd'hui s'en sort très bien. On a une croissance économique qui va atteindre 5,88%, je crois, cette année, c'est les prévisions. On a encore une fois une société qui s'est considérablement, qui est devenue considérablement progressiste. C'est la seule société en Asie du Nord-Est où vous avez le mariage pour tous, etc. Vous avez une femme présidente, vous aviez avant une femme vice-présidente, vous avez 45% de femmes à l'Assemblée nationale, quand en Chine continentale, donc au sein de la République populaire de Chine, vous avez une femme au bureau politique sur 25 membres. Et vous n'avez jamais eu une seule femme parmi les membres du comité restreint du bureau politique, qui sont les 7, 8, 9 personnes les plus importantes au sein du parti. Donc ça, entre guillemets, pour le Parti communiste, c'est un problème. C'est encore plus un problème que la société occidentale, entre guillemets. Quand vous êtes en Chine, bon, ce qui se passe en France, bon, c'est très différent. Voilà, on ne va pas s'inspirer de ça, et même aux États-Unis. Taïwan, c'est le modèle où, entre guillemets, ils sont comme nous, et en même temps, le système politique est différent, et en même temps, ça fonctionne. Donc ça, évidemment, c'est un problème pour le parti. Je vais faire des réponses plus courtes, parce que je pense que je parle trop.
On aura compris que la situation à Taïwan est particulièrement complexe. La situation à Hong Kong n'est pas beaucoup plus simple, mais il existe un cadre, théorisé par Deng Xiaoping à l'occasion de l'accord de rétrocession de la ville par les Anglais en 1984. C'est le principe « un pays, deux systèmes ». Toutefois, aujourd'hui, le système démocratique en place à Hong Kong est de plus en plus remis en cause par Pékin. Les commémorations annuelles du massacre de la place de Tiananmen se sont vues interdites et Jimmy Lai, magnat de la presse pro-démocratie, s'est fait arrêter. La loi sur la sécurité nationale, promulguée sans consultation en 2020 par l'exécutif hongkongais, pourrait s'appliquer à de nombreux domaines du quotidien et menace la loi fondamentale, pourtant prévue pour rester légitime jusqu'en 2047 dans l'accord de rétrocession. Avec la fin des restrictions sanitaires, faut-il s'attendre à une reprise des manifestations d'une jeunesse soucieuse de son modèle démocratique, à l'instar de la révolution des parapluies en 2014 et des manifestations fin 2019 ? Je vais être un peu violent, mais la démocratie à Hong Kong, aujourd'hui, c'est mort. Point barre. La réalité, c'est ça. Vous avez aujourd'hui un système, un corpus législatif et surtout une ingénierie institutionnelle qui fait que Taïwan n'est plus du tout démocratique, même si elle ne l'a jamais été parfaitement. Mais la démocratie ou certains principes démocratiques à Hong Kong ont disparu. Vous n'aurez plus jamais des manifestations comme en 2019 sur la loi sur l'extradition. Vous ne pouvez plus avoir ça. Vous reprenez, par exemple, alors je dis ça parce que j'étais cet après-midi à l'Assemblée nationale parce qu'ils font un documentaire demain soir sur LCP, sur Génération, alors je ne sais plus le titre, mais en tout cas c'est sur Hong Kong et la jeune génération. Mais c'est un documentaire qui date de 2017. Et donc il y avait Joshua Wong, Agnes Cho, Nathan Lau, etc. Et c'est intéressant parce que la fin du documentaire était hyper positive, donc c'est date de 2017, en disant le roi est nu, Pékin, puis on a une génération qui monte. La réalité, c'est que 2 ans après, ils sont soit en prison, et encore, ils ne sont pas en prison à cause de la loi sur la sécurité nationale de 2019, ils sont en prison à cause de lois précédentes, ils vont sortir de prison dans quelques mois, et il y aura des procès avec la loi sur la sécurité nationale, et ils passeront beaucoup plus de temps en prison que jusqu'à présent. Et Nathan Law était par exemple à Londres. Bon. Donc aujourd'hui, l'ingénierie institutionnelle et le corpus législatif avec la loi sur la sécurité nationale, notamment le crime de subversion, etc., qui est très pratique, hein, c'est entre guillemets l'héritier du crime anti-révolutionnaire de la République populaire de Chine, permet de mettre tout opposant potentiel en prison. Vous n'avez plus de capacité de vous exprimer librement. Et même sur les plans purement artistiques, ce n'est plus possible. Il y a des débats en ce moment, hein, vous avez certaines sculptures qui étaient utilisées évidemment pour faire des commémorations, soit pour le 4 juin Tiananmen ou pour plus largement les mouvements de pro-démocratie. Aujourd'hui, on en est à négocier, le gouvernement danois à négocier qu'une statue d'une université ne soit pas détruite et qu'elle puisse être envoyée au Danemark pour être, entre guillemets, conservée comme un signe, entre guillemets, de ces mouvements pro-démocratie. Donc aujourd'hui, c'est un peu violent, mais il n'y a pas d'avenir démocratique à Hong Kong. Le un pays deux systèmes qui n'a jamais été constitutionnalisé. Hein. Ce qui est constitutionnalisé, ce n'est pas un pays deux systèmes, c'est ce qu'on appelle le haut degré d'autonomie. Dans la loi fondamentale de 90, c'est le terme haut degré d'autonomie. Ce haut degré d'autonomie aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan des libertés politiques et des libertés publiques, n'existe pas, n'existe plus. Voilà, Pékin n'a pas attendu 2047 pour, de fait, remettre en cause cela. Et donc, après, ça s'est fait parce que Hong Kong a toujours appartient à la République populaire de Chine. Il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. Hein. Quand on disait non, mais c'est des mouvements indépendantistes à Hong Kong, etc., les mouvements indépendantistes, c'était une ultra-minorité. Ce que voulaient les gens, et notamment les plus jeunes, c'était le maintien de la spécificité de Hong Kong, notamment sur le plan politique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, alors oui, vous avez des élections. On choisit les candidats. Et puis quand vous gagnez les élections locales, quand vous avez une vague jaune des pan-démocratie et des pan-démocrates sur les élections locales, vous allez changer la loi électorale. Comme ça, au moins, aux prochaines élections, ce sera bon. Et puis vous allez interdire certains partis politiques. Aujourd'hui, on en est à l'autodissolution des partis politiques, l'autodissolution des ONG, l'autodissolution des syndicats, l'autodissolution des journaux. Parce que s'ils ne le font pas de façon préventive, ils vont tous aller en prison. Et donc, entre guillemets, il n'y a pas d'avenir démocratique à Hong Kong. Ceux qui voulaient continuer à... C'est pas ceux qui voulaient continuer à se battre, parce qu'il y en a plein qui voudraient. Certains sont partis, un peu à Taïwan, beaucoup au Royaume-Uni, aux États-Unis, un peu en Australie, pas beaucoup en Europe continentale, très honnêtement. Et aujourd'hui, voilà, il ne va pas y avoir d'évolution positive à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale
a été, entre guillemets, une bombe atomique sur le plan institutionnel et législatif. Elle donne des marges de manœuvre considérables, elle permet aux agences de sécurité de l'État chinois et donc du ministère de la Sécurité d'État de pouvoir opérer librement à Hong Kong, de traquer potentiellement les dissidents. L'avenir démocratique de Hong Kong n'existe pas. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça la réalité. Ok, très bien. Sur cette note d'optimisme. Pour partir sur un autre sujet, il y a maintenant plus de 2 ans, la communauté internationale était informée de la situation des Ouïghours, ethnie turcophone, majoritairement musulmane, vivant dans la région du Xinjiang en Chine et subissant une répression violente par Pékin. Depuis, de nombreuses révélations ont eu lieu, nous en citerons 3. Amnesty International a révélé que la déportation massive des Ouïghours se faisait vers des camps de rééducation, comme les intitule le Parti communiste chinois, où ils subissent de la torture physique et psychologique. Également en mars 2020, l'ASPI, qui est l'Institut australien de politique stratégique, publie un rapport révélant l'étendue du système de travail forcé mis en place par le Parti communiste chinois dans ces camps. De plus, la nomination de Chen Quanguo comme secrétaire du parti pour le Xinjiang, ayant été préalablement le secrétaire du parti de la région autonome du Tibet, souligne que cette région représente un enjeu de sécurité stratégique extrêmement important pour Pékin, souhaitant y garder une certaine stabilité pour le succès de l'initiative Les Nouvelles Routes de la Soie, que nous aborderons un peu plus tard. Comment, dans ce contexte, pouvez-vous définir le rapport qu'entretient la Chine avec les droits de l'homme, symbolisé par la situation actuelle des Ouïghours ? République populaire de Chine et droits de l'homme, c'est entre guillemets, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, entre guillemets, il y a des violations quotidiennes et systématiques des droits de l'homme en Chine. À partir de là, la question c'est soit comment est-ce qu'on le documente le mieux possible, ce qui est de plus en plus compliqué, soit qu'est-ce qu'on peut y faire. Les leviers sont relativement limités. L'Union européenne a, vous vous en rappelez sûrement au début de l'année, voté des sanctions sur certains dirigeants locaux au Xinjiang. La conséquence a été des contre-sanctions chinoises. Et puis les grands débats aujourd'hui au Parlement européen, c'est tout ce qui est sur le travail forcé, etc., notamment les directives européennes pour... alors c'est pas interdire le travail forcé, mais faire en sorte que dans les produits importés en Union européenne, on puisse ne pas importer des produits qui sont issus du travail forcé. La question du Xinjiang, c'est une question qui est extrêmement compliquée depuis de très nombreuses années. Je veux dire, je ne vais pas remonter au 19e siècle et les révoltes, certaines révoltes au sein de l'Empire, etc. Mais disons qu'il y avait toujours eu un degré d'autonomie important des Ouïghours et plus largement de la province du Xinjiang. Il y a eu un durcissement à la fin des années 2010, au milieu des années 2010, fin des années 2010, quand vous avez eu plusieurs éléments qui ont été concomitants. Premièrement, une multiplication des attentats islamistes au Xinjiang, avec surtout, entre guillemets, une exportation de ces attentats. C'est-à-dire que ce qui avant n'était des attentats que contre des représentants des forces de l'ordre ou de l'État chinois au Xinjiang, c'est exporté, entre guillemets, au reste du pays avec des attentats dans le Yunnan, à Kunming, à Pékin, puisque en 2013 ou 2014, quand j'étais à l'époque à Pékin, il y avait eu un attentat sur la place Tiananmen, une voiture piégée. Et donc à partir de ce moment-là, sous Xi Jinping, il y a eu une décision de changer radicalement la stratégie et d'avoir une assimilation forcée des populations. Ce qui s'est traduit par des internements massifs, des destructions de patrimoine culturel et religieux, en partie du travail forcé, etc., ce qui est documenté et repris aujourd'hui par différents gouvernements. La question du génocide est un tout petit peu différente. C'est pourquoi est-ce qu'on parlerait ou non de génocide ? Alors moi, entre guillemets, je ne me prononce pas en termes de droit, mais pourquoi certains parlent de génocide ? C'est parce que du moment où vous avez des stérilisations forcées, on peut considérer qu'il y a une entrave aux naissances d'un groupe ethnique particulier, et ça, c'est une des caractéristiques possibles, en tout cas qui permet de parler de génocide. Donc pour l'instant, la Chine n'est pas condamnée, etc. Mais c'est pour ça qu'on parle de génocide. C'est pas parce qu'il y aurait, 2 millions de personnes qui auraient été tuées, c'est parce qu'il y aurait un entrave aux naissances d'un groupe ethnique spécifique, avec des intentions qui sont de réduire ce groupe ethnique, etc. Donc aujourd'hui, la situation au Xinjiang, elle ne s'est pas forcément améliorée. Vous avez eu de fait, et c'est les éléments de langage chinois, ils ont raison en partie, une élévation du niveau de vie, un développement économique au Xinjiang, c'est vrai aussi, mais au prix d'abus des droits de l'homme qui sont systématisés, et avec une priorité au sein du parti qui est donnée notamment au sein de ce qu'on appelle le Front Uni, qui vise à, grosso modo, contrôler au mieux ceux qui ne font pas partie du parti, grosso modo, pour faire simple.
Un focus depuis 2017 est renouvelé en début d'année, en janvier 2021, parce qu'il y a une directive sur le contrôle des minorités ethniques, des minorités religieuses et de ce qu'on appelle les classes sociales émergentes, qui sont grosso modo les jeunes urbains éduqués. Et on a vu, voilà, il y a un durcissement de la politique. Et alors qu'on mettait en avant, d'une certaine façon, et qu'on donnait des marges de manœuvre aux minorités ethniques auparavant, en termes d'éducation, etc., on est en train de les remettre tout en cause. Très clairement, je veux dire, en termes d'enseignement des langues, en termes de marge de manœuvre, entre guillemets, tout ça est remis en cause. Et au sein du département du Front Uni, il y a un travail très très lourd qui est fait d'assimilation forcée, de fait, et de contrôle accru sur les minorités ethniques et religieuses qui sont considérées comme potentiellement étant une menace. Ce n'est pas une menace aujourd'hui, entre guillemets, il faut être très clair, ce n'est pas une menace pour la mise en œuvre des routes de la soie, c'est avant tout une menace de politique intérieure. La priorité des priorités du parti, c'est la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité sociale, le way one, etc., le maintien de la stabilité. À partir de là, vous utilisez l'ensemble des outils à la disposition du parti pour imposer cette stabilité, ce maintien de la stabilité. Et si ça passe par de l'assimilation forcée et la remise en cause de certaines politiques d'exception vis-à-vis des minorités, c'est le cas. Moi, j'étais en 2016 dans le Ningxia, donc qui est une autre province autonome. Donc c'est ce qu'on appelle la province des Rouès. Donc les Rouès, c'est des Han islamisés, enfin, qui, à partir du 8e, 9e siècle, se sont convertis à l'islam. Et vous aviez encore en 2016 le Ningxia qui était présenté comme un contre-exemple, en fait. C'était très intéressant. Moi, j'étais allé dans le Ningxia dans le cadre d'un voyage organisé par le département international du parti. J'avais fini mon doctorat à l'époque et on me propose, l'ambassade de Chine à Paris me propose, à l'invitation du département international, d'aller en Chine avec un groupe à l'époque de jeunes et hommes et femmes politiques européens. Moi, j'étais le seul non politique. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que j'étais le seul qui travaillait vraiment sur la Chine et je me disais, vous faites un peu rentrer le loup dans la bergerie, entre guillemets, en m'invitant dans le cadre du département international. Et c'était hyper intéressant et hyper enrichissant de voir la propagande à l'intérieur du parti et de voir ce qu'on nous montrait, etc. Et le message de 2016, c'était de dire, le Ningxia, c'est un contre-exemple. On n'a pas de problème avec les minorités ethniques, ni avec les musulmans. La preuve, au Ningxia, vous voyez, tout est écrit en chinois avec des caractères et en arabe. Vous avez la langue voilà, qui est préservée, des habitudes culturelles, vous allez visiter une mosquée, vous allez manger halal à tous les repas parce qu'on respecte, etc. Et même aujourd'hui au Ningxia, on a une remise en cause de ça. Et donc voilà, on a eu un virage, qui est un virage ces dernières années sous Xi Jinping, d'assimilation forcée, d'harmonisation au sens d'uniformisation, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de risque politique en interne au niveau des minorités religieuses, des minorités ethniques et autres. Et ça, c'est une stratégie, entre guillemets, qui est plus large que juste le Xinjiang, même si évidemment ce qui se passe au Xinjiang est un extrême, entre guillemets, en termes de politique. Merci pour votre réponse. On s'est focalisé sur la politique intérieure de la Chine. On va désormais un peu prendre de la hauteur. La Chine, devenue un acteur important sur la scène internationale, est qualifiée par la Commission européenne de concurrent économique et rival systémique dans son rapport 2019. Et elle est désignée comme concurrent stratégique par les États-Unis en décembre 2017. Sous l'impulsion de Donald Trump et de son mandat à la Maison-Blanche, le protectionnisme américain ressurgit. Suite au déficit de la balance commerciale avec la Chine qui s'agrandit, l'administration de Trump décide de recourir à la hausse des droits de douane avec la Chine, créant ainsi un contexte de guerre commerciale et de hausse des tensions sino-américaines. Trump décide également de retirer les États-Unis en 2017 du Trans-Pacific Partnership, traité multilatéral de libre-échange initié par Obama en 2016 et signé entre 12 pays. En parallèle est signé le 15 novembre 2020 le Regional Comprehensive Economic Partnership, le RCEP, à l'initiative de la Chine, considéré par certains comme un accord alternatif au TPP, réunissant 15 pays, représentant près de 40% du produit intérieur brut mondial et un quart de la population mondiale, qui met ainsi en évidence que les pays de la région Indo-Pacifique souhaitent avancer dans leur intégration économique, que ce soit avec ou sans les États-Unis. Lors du Forum économique mondial de Davos en janvier 2017, en même temps que l'investiture de Trump, Xi Jinping revendiquait déjà le leadership mondial et déclarait que l'économie mondiale est le grand océan auquel on ne peut échapper et que la Chine avait appris à nager. Dès lors, par le RCP, la Chine est-elle en train de remplacer les États-Unis en devenant le moteur du libéralisme économique dans cette région ? Alors, c'est difficile de faire la Chine, entre guillemets, l'avant-gardiste en matière de libre-échange, etc., et de libéralisme économique.
c'est évidemment un discours que la Chine a largement mis en avant à partir de début 2017. Et ils ont eu raison de le faire, pour une raison simple. Trump était élu, pas encore investi. Il était sur un programme protectionniste et de stratégie unilatérale. Et donc Xi Jinping a surjoué à Davos, c'était très intéressant d'ailleurs, le côté chinois, on va être les garants du libre-échange et du multilatéralisme. C'était politiquement évidemment ce qu'il fallait faire. Et ils ont été très intelligents de le faire. Et d'ailleurs, dans la foulée, il est allé après à l'OMS signer un accord sur les routes de la soie de la santé, sur la promotion notamment de la coopération internationale en matière de santé, avec la mise en avant des avantages et des atouts de la Chine. Bon. Aujourd'hui, on est dans une situation où, très honnêtement, la Chine ne peut pas être considérée comme le garant du libéralisme économique. On voit avec la reprise en main aujourd'hui d'une grande partie des entreprises privées, un contrôle politique accru sur ces entreprises, certaines politiques qui peuvent être en partie justifiées, ce qu'on appelle aujourd'hui la prospérité commune, qui vise à une meilleure distribution des richesses, à faire contribuer les grandes fortunes et notamment les entreprises privées, y compris de la tech, au développement du pays. Tout ça est une centralisation et une volonté de contrôle de l'économie qui est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. En soi, ce n'est pas forcément critiquable. Je veux dire, on peut trouver que c'est une bonne chose, etc. Et le concept de prospérité commune en soi est difficile à attaquer, entre guillemets, en disant c'est une remise en cause et c'est une mauvaise chose. Bon, ça va bénéficier à plein de gens. Et évidemment, Xi Jinping a un intérêt à mettre cela en avant le prochain congrès, pour montrer qu'il s'occupe de la population, qu'il essaye de réduire les inégalités. Parce qu'il faut bien comprendre que les inégalités qui étaient en quelque sorte le symbole du développement économique pendant des années, c'était vous pouviez être paysan et devenir promoteur immobilier et devenir millionnaire. Aujourd'hui est un symptôme du ralentissement économique et de l'accroissement des inégalités sociales également, etc. Et donc il y a une volonté côté chinois de prendre des mesures face à tout ça. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'évidemment, en termes Union européenne, États-Unis, il y a une approche qui est différente. L'Union européenne considère que la Chine est à la fois un partenaire de coopération, un compétiteur économique et un rival systémique. Rival systémique, ce n'est pas systématique, c'est juste que la Chine présente un contre-modèle qu'elle essaye désormais non pas d'imposer à l'étranger, mais en tout cas de défendre et de vendre, entre guillemets, à l'étranger. C'est un modèle de gouvernance différent, c'est un multilatéralisme alternatif, sélectif, etc. Bon. Dans ce cadre-là, c'est important de voir que le RCEP permet à la Chine de mettre en avant le libéralisme, etc., de couper l'herbe sous le pied des États-Unis avant l'arrivée au pouvoir de Biden, et de montrer que la Chine entend, entre guillemets, défendre ses intérêts, mais aussi se rapprocher des autres pays, et de devenir surtout un partenaire incontournable en matière de libre-échange, surtout en matière de commerce international, plus que des libre-échanges, vis-à-vis de ces pays-là. Et c'est une grande partie de l'opposition aujourd'hui et de ce qui joue de la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine se joue sur les questions économiques et sur les questions technologiques. La rivalité sino-américaine s'exerce sur le plan commercial, on vient d'en parler, et on parlera du domaine technologique un petit peu plus tard, mais aussi de manière de plus en plus décomplexée sur le plan militaire. Confirmé par les administrations Trump et Biden, l'administration Obama avait entamé un pivot vers l'Asie. Le budget militaire chinois a été multiplié par 6 en 20 ans depuis l'intégration de la Chine dans l'OMC. Avec la stratégie du collier de perles, cette armada est d'abord destinée à la sécurisation des routes maritimes vitales et des approvisionnements en matières premières du pays, mais l'Empire du Milieu aspire aussi à d'autres objectifs. La marine chinoise, basée sur l'île de Hainan, dispose désormais de plus de bâtiments que la marine américaine. En mer de Chine du Sud, les opérations de Freedom of Navigation américaines pointent du doigt la Chine, qui construit des îles artificielles de manière à pouvoir étendre sa ZEE, sa zone économique exclusive, au regard du droit international. Les pays riverains, au premier rang desquels le Vietnam, déplorent l'empiètement par la Chine de leur propre ZEE. Sous les pressions chinoises et américaines, de nouvelles alliances se forment, à l'image du Quad ou de la nouvelle AUKUS. Peut-on craindre une cristallisation de blocs sur le modèle de la guerre froide dans la zone Indo-Pacifique? Je pense qu'on n'y est pas du tout pour l'instant. On est dans une situation où vous n'avez pas encore une alliance militaire. AUKUS, c'est de fait un partenariat militaire, industriel et technologique, mais vous avez surtout le Quad qui est plus un partenariat qui est dans tous les domaines, d'ailleurs pas seulement militaire. On est dans une situation où les capacités chinoises, évidemment, s'accroissent de façon extrêmement rapide et le rapport de force est en train non pas de s'inverser, mais d'être de plus en plus favorable à la Chine. C'est très difficile pour les Américains
de garder leur primauté régionale, ce qui a des conséquences en mer de Chine méridionale, autour de Taïwan, etc. L'artificialisation et la militarisation des îlots en mer de Chine méridionale fait que la capacité américaine de projeter leurs forces est en train de se réduire et les marges de manœuvre américaines sont en train d'être contraintes. Mais pour l'instant, on a encore une armée américaine qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus importante que les capacités militaires chinoises. Sur le plan nucléaire, il n'y a aucune parité aujourd'hui entre l'arsenal chinois et l'arsenal américain, et il n'y a pas de raison que ça change à très court terme. Après, la grande différence, c'est que la Chine a des capacités militaires extrêmement importantes dans sa périphérie, et que pour les Américains, encore une fois, la défense de Taïwan à très long terme est de plus en plus compromise. Donc on en est là. On n'est pas encore pour l'instant dans une logique de guerre froide. On est dans une logique d'accroissement de la priorité accordée à l'Indo-Pacifique au sens large par les États-Unis. On est dans une logique où les Américains sont en train de se renforcer dans la région et d'accroître leur partenariat et certaines des alliances. Mais on n'a pas une logique de guerre froide, de bloc à bloc, d'opposition militaire pour l'instant, comme on l'avait pendant la guerre froide. Mais on a évidemment des points chauds, que ce soit la mer de Chine méridionale ou Taïwan, c'est évidemment des points extrêmement problématiques. L'objectif des Américains, encore une fois, c'est de garder leur primauté, de conserver leur avantage stratégique. Mais entre guillemets, la fenêtre d'opportunité pour la Chine ne cesse de s'accroître. Et quand vous avez 5 ou 6% de croissance, vous pouvez soutenir un effort de modernisation qui est plus important que vous avez 2 ou 3% de croissance. Et in fine, la compétition militaire se joue avant tout sur les capacités économiques. Et c'est parce que la Chine a des capacités économiques qui ne cessent de s'accroître qu'elle peut soutenir un effort de modernisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la Chine, la priorité des priorités, c'est de garantir sa croissance économique, de faire en sorte qu'elle monte en gamme, y compris sur le plan technologique, et que ces deux facteurs, la montée en gamme et l'accroissement des capacités, permettent de soutenir un effort de défense. Ça, c'est vraiment, pour la Chine, extrêmement important. Les tensions sino-américaines ne s'arrêtent pas aux échanges commerciaux et à la stratégie militaire de chacun des deux pays, mais concernent aussi, et de plus en plus, la mise au point de nouvelles technologies. Ce domaine représente un enjeu hautement stratégique, symbolisé notamment par le nombre de brevets déposés chaque année, et nourrissant les craintes américaines au regard de l'ambition chinoise de peser dans la création et l'élaboration des standards technologiques. De plus, par application d'un décret signé par Donald Trump en novembre 2020, au début de cette année, plusieurs entreprises chinoises ont été bannies du New York Stock Exchange en réponse aux demandes de la Security and Exchange Commission, étant l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Exigeant un audit plus approfondi des structures juridiques des entreprises chinoises et de leurs liens avec le Parti communiste chinois, mais aussi et surtout avec l'armée et les services de renseignement chinois. Selon vous, quelle stratégie la Chine déploie-t-elle à travers les nouvelles technologies, symbolisées par le plan Made in China 2025, souhaitant explicitement dépasser l'Occident dans des secteurs comme l'intelligence artificielle et la 5G, dont l'entreprise Huawei est le parfait exemple? Alors, pour l'instant, la Chine est loin, il faut être très clair, du niveau technologique des pays les plus développés, notamment des États-Unis. Pour vous donner juste un exemple, ces 20 dernières années, la Chine, c'est 1 prix Nobel en médecine, la France, c'est 11 prix Nobel, entre médecine, physique, chimie, etc., économie. Donc vous avez un retard technologique en termes de capacité d'innovation et technologique de la Chine. C'est parfaitement intégré et compris par les autorités chinoises, qui, de fait, veulent résoudre, entre guillemets, ce problème. Les efforts chinois, dans ce domaine-là, ils commencent dans les années 80, notamment avec un grand plan qu'on appelle le 863 de mars 86, qui vise à limiter l'écart entre les technologies étrangères, notamment américaines, et les technologies chinoises, entre guillemets. Donc c'est un effort de modernisation, de montée en gamme de la technologie chinoise. Elle y est arrivée dans certains domaines. Alors la 5G est un domaine emblématique, mais elle est encore en retard dans de nombreux domaines. D'ailleurs, elle reconnaît elle-même, dans le livre blanc de 2019, qu'il y a un risque de décrochage technologique, elle a besoin de continuer l'effort de modernisation. Et on a tout un travail en Chine, à la fois institutionnel, de financement, à l'étranger, de captation licite ou illicite de technologie, pour monter en gamme. Made in China 2025, ce n'est pas, contrairement à ce qui a souvent été présenté, la volonté d'inonder la Chine avec des produits chinois. C'est une stratégie pour être plus autonome sur le plan technologique. Parce que si nous, on est en partie dépendant de notre commerce avec la Chine est extrêmement dépendante des technologies étrangères. Vous prenez la robotique, les robots à 6 essieux, les robots industriels. Certains désormais sont produits en Chine par des entreprises chinoises, généralement qui ont été rachetés à l'étranger, comme l'allemand KUKA. Sinon, c'est des robots qui sont suédois, qui sont japonais, qui sont suisses.
Et donc vous avez une nécessité de la Chine du point de vue, et c'est purement pragmatique, de monter en gamme pour être moins dépendant des technologies étrangères. Vous avez, on parle beaucoup des brevets, etc., des normes techniques. J'ai publié une note il y a 3 semaines justement sur ce sujet, une étude sur la question de la normalisation. Et ce dimanche, on a le plan chinois qui vient d'être annoncé. La Chine est encore en retard, c'est ça la réalité. Il faut aussi relativiser. 1,7% des normes techniques utilisées dans le monde, des normes internationales, à l'ISO et l'EIC, sont aujourd'hui chinoises. 95% sont américaines, japonaises, allemandes, françaises, britanniques. Donc la Chine a des ambitions qui sont tout à fait légitimes. Quand vous êtes un grand pays développé, enfin, en tout cas où en voie de développement est maintenant développé, vous avez évidemment des ambitions en termes de fixation des normes internationales, techniques, tout à fait normal. Mais la Chine n'est pas encore aujourd'hui, comme c'est trop souvent présenté, un hégémon dans les normes techniques, etc. Elle a des ambitions, elle est encore loin. Les normes qui sont proposées souvent sont de mauvaise qualité, il y en a beaucoup mais de mauvaise qualité. Vous avez une participation chinoise extrêmement forte dans l'ensemble des comités techniques à l'Organisation internationale de la normalisation, par exemple. C'est la numéro 1 en termes de participation. Mais ce qui compte, ce n'est pas dans combien de comités techniques vous êtes. Payer des gens pour être observateurs dans les comités techniques, ce n'est pas compliqué. Nous, on est un peu derrière en France parce que ça coûte cher. Mais quand vous avez les moyens humains et financiers de le faire, vous le faites. Ce qui compte, c'est par exemple combien de secrétariats techniques de ces comités techniques vous contrôlez. La Chine est en 6e ou 7e position, derrière l'Italie. Et donc voilà, donc il y a un retard qu'elle essaye de rattraper. Elle a eu une progression impressionnante par rapport aux autres pays en développement. Si on prend l'Inde, par exemple, l'Inde est complètement larguée. Mais la Chine n'est pas encore aujourd'hui la superpuissance technologique qui elle est souvent présentée dans les médias, etc. Et c'est justement pour ça que vous avez ces plans d'innovation et l'objectif d'ici 2050 d'être la première puissance scientifique. Mais c'est d'ici 2050. Et là-dessus, encore une fois, il faut être parfaitement réaliste sur les capacités actuelles de la Chine, et c'est bien pour ça que les Américains sont en train de rendre certaines coopérations plus compliquées pour essayer de préserver leur avantage, de préserver leur avance. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et vous avez de fait une diminution des coopérations scientifiques et technologiques entre les États-Unis et la Chine, la volonté de mieux contrôler certaines coopérations, et là-dessus, il faut être très clair, il y a une naïveté. Alors on dit qu'on n'est plus naïf, il y a encore une naïveté. L'objectif, il faut être très clair, c'est pas demain de plus avoir de coopération avec la Chine. C'est des conneries, c'est pas ça le sujet. Pareil, quand on a les éternels débats en France sur est-ce qu'il faut fermer les instituts Confucius, on s'en fout des instituts Confucius. Si vous apprenez la langue à l'Institut Confucius, à la rigueur, le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de l'apprendre à l'université parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'offres. Donc c'est un problème français, entre guillemets. Mais l'Institut Confucius, ce n'est pas, entre guillemets, un agent d'infiltration en France. Il faut relativiser un petit peu. Par contre, vous avez plein de coopérations dans les sciences et technologies qui sont sensibles. Soit dans des domaines qu'on considère comme un peu sensibles, mais on laisse faire, ce qui peut en soi poser problème. Soit avec des acteurs chinois qui se présentent comme étant des acteurs civils, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Donc vous allez utiliser des instituts de recherche écrans, etc. Et derrière, ça va être l'armée populaire de libération, etc. Ça, c'est un vrai problème. Et s'il y a une chose à faire aujourd'hui en France et en Europe, c'est un audit de certaines coopérations. Encore une fois, pas dans tous les domaines. Mais quand vous êtes en Bretagne et que vous travaillez sur, de fait, les questions de furtivité marine, ce n'est pas uniquement pour quand vous allez pêcher, vous soyez plus furtif. C'est aussi pour vos sous-marins, vos drones, etc. Quand vous êtes dans l'aéronautique, c'est potentiellement pour avoir des drones ou des avions de transport qui vont être plus efficaces. Et ce que je dis souvent de façon un peu caricaturale, mais ce n'est pas complètement faux, c'est il y a un embargo sur les armes à destination de la Chine depuis 1989, mais on forme leurs ingénieurs de l'armement. Donc ok, on n'exporte pas de système d'armes, mais on forme les gens qui vont les faire. Aujourd'hui, c'est ça la réalité avec l'Europe. Donc il y a des mesures qui ont été prises en Australie, aux États-Unis, au Japon, etc. En Europe, on est un peu en retard. Et donc là-dessus, il y a un vrai enjeu. Un enjeu de compétitivité économique, un enjeu de sécurité nationale. Mais entre guillemets, la plus grande menace ou le plus grand risque, ce n'est pas tant les instituts Confucius ou l'interdiction du débat public. Et en fait, c'est un faux débat. Je veux dire, aujourd'hui, en France, l'ambassade de Chine, même si elle peut essayer, ce n'est pas elle qui contrôle l'agenda des universités ou les curriculums des cours. Vous voulez faire une conférence sur le Tibet ou le Xinjiang, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de pression considérable. On n'empêche pas les gens de le faire. Ils ne peuvent pas, et tant mieux. Hein. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est plutôt les sciences et les technologies. Les politiques climatiques semblent être un des seuls domaines où une coopération entre la Chine et les États-Unis est envisageable. Pékin
plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde actuellement, avec près d'un tiers des émissions mondiales, et Washington, responsable historique selon la Chine du réchauffement climatique. Toutefois, Xi Jinping et le Parti communiste chinois semblent avoir pris la mesure de l'urgence et développent des politiques ambitieuses pour atteindre les objectifs dits 30-60, un pic des émissions en 2030 et une neutralité carbone en 2060. Si la transition se fait dans une logique environnementale, elle rentre aussi dans une logique géopolitique, en particulier avec les relations délétères que la Chine entretient aujourd'hui avec l'Australie, pourtant partenaire commercial majeur dans l'importation de charbon et de gaz naturel, qui représentent à eux deux plus de la moitié du mix électrique chinois. La Chine agit aussi sur la demande d'électricité, en interdisant le minage du Bitcoin sur son territoire par exemple, mais aussi et surtout en amont, où les politiques sont les plus impressionnantes, avec un investissement massif dans les technologies de la transition énergétique et les énergies renouvelables. À l'image de son leadership dans la production de batteries électriques ou de panneaux solaires, la Chine peut-elle devenir le moteur de la transition énergétique ? Alors, elle peut l'être dans la production de certains équipements indispensables. On le voit dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, etc. Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui ? Pas encore. Il faut un peu relativiser ça. Au-delà des discours, la Chine n'est pas un modèle en termes de transition énergétique. Vous avez des choses qui sont très bien faites en Chine. Par exemple, moi, quand j'étais à Pékin il y a plus de 10 ans, vous aviez déjà tous les scooters à l'intérieur du 4e ring, c'est-à-dire le 4e périph' de Pékin, tout était électrique. À l'époque où en Europe, on disait mais c'est impossible, etc. Alors oui, il y avait une autonomie pourrie de 30 km, mais vous alliez travailler, vous la rechargiez, vous retourniez chez vous, etc. Bon. Donc il y a des choses qui sont faites qui sont bien. Il y a un vrai problème de pollution de l'air. Et donc ils ont essayé de réduire cette problématique en fermant des usines, en modernisant certaines usines, etc. Et la qualité de l'air à Pékin s'est considérablement améliorée. Bon. Le problème de la Chine, c'est que 50%, elle consomme 50% du charbon au monde, que son mix énergétique dépend encore énormément du charbon, et que vous avez un tel volume de demande que vous avez beau produire aujourd'hui, avoir une vingtaine de centrales nucléaires en construction, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez beau être le premier pays en termes chaque année d'accroissement des capacités de production éolien et solaire, ce n'est pas suffisant. Parce que la demande est trop importante. Et donc, en fait, la transition va prendre des décennies. On voit bien combien de temps ça prend en Europe. C'est très compliqué. La Chine n'a pas encore atteint le pic des émissions. Nous, on l'a atteint il y a 25 ans. Donc, elle fait des efforts. C'est compliqué, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas demain, par exemple, fermer les centrales au charbon. Vous voyez bien les problématiques à Berlin et à Varsovie aujourd'hui. Donc, évidemment, la Chine ne peut pas faire ça. Et donc, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Et donc, parfois, il y a quand même un peu d'hypocrisie quand les Européens disent que la Chine doit faire beaucoup plus. Évidemment qu'elle doit faire plus. Mais quand les Allemands et les Polonais ne sont pas forcément, entre guillemets, des moteurs du changement de la transition, que les Australiens, les Américains, les Canadiens ne sont pas non plus les plus vertueux, il y a parfois un peu d'hypocrisie. De la même façon, oui, on a une responsabilité historique en termes d'émissions, bien sûr. Alors la Chine est en train de rattraper, entre guillemets. Mais il y a une responsabilité historique. Donc évidemment, il faut en demander plus aux Européens qu'aux Chinois. Mais la Chine a bien compris qu'il y a un problème. C'est encore une fois plus la pollution de l'air, plus que le changement climatique, qui est prise en compte aujourd'hui par la population. Il n'y a pas forcément encore les débats dans la jeunesse comme on les a en Europe sur le changement climatique. C'est plus encore une fois la pollution de l'air, parce que c'est des millions de morts par an aujourd'hui. C'est la qualité de vie. Mais que les choses vont se faire, ça prend du temps. Ça prend du temps. 2030, pic des émissions, on l'espère. C'est encore dans 10 ans. Hein. Ils ont le temps d'augmenter leurs émissions. Et ça va prendre des décennies pour y arriver. Et que l'économie nette carbone d'ici 2050-2060, c'est très ambitieux. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre les impératifs sociaux, les impératifs économiques, les impératifs énergétiques, énergétiques purs. Et vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des coupures d'électricité dans certaines régions en Chine. Vous n'allez pas fermer massivement des centrales à charbon parce qu'elles polluent. En fait, il faut comprendre aussi que côté chinois, ce n'est pas pour défendre le régime, mais vous avez des impératifs sociaux et sociétaux. Vous ne pouvez pas demain fermer toute l'industrie du charbon, mettre à la rue des millions de personnes, toute l'industrie du charbon, fermer les centrales et dire bon, en fait, il faut protéger l'environnement, donc on ferme tout. Donc ça prend du temps. Donc il faut fermer les centrales les plus polluantes à court terme, il faut améliorer les autres centrales pour qu'elles soient moins polluantes, il faut faire une transition énergétique en termes de production d'électricité, ça prend du temps.
Ça prend du temps et je ne pense pas aujourd'hui que la Chine soit un modèle. Ce n'est pas un modèle de transition. Après, oui, du moment où elle va prendre des mesures, quand elle y arrivera et que ce sera des mesures fortes, ce sera forcément impressionnant. Parce qu'on est sur des tels volumes d'émissions aujourd'hui que du moment où elle va réduire ses émissions, ça va aller vite. Enfin, ça ne va pas aller vite, mais ce sera significatif. Quand vous êtes responsable d'un quart des émissions, quand vous commencez à les réduire, et ce n'est pas avant 10 ans, ça aura un impact important. Mais là, on est encore dans une trajectoire où, pendant 10 ans, les émissions de carbone continuent d'augmenter. Donc, il faut attendre la COP26, dans quelques jours au Royaume-Uni, on verra les ambitions de la Chine, etc. La Chine a les moyens de soutenir une transition énergétique, mais dans tous les cas, ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps. Et qu'encore une fois, vous avez beau avoir 20 centrales nucléaires en construction, ce n'est pas suffisant. On est sur des volumes de production d'électricité qui sont juste gigantesques. Et donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut qu'elle fasse plus, et en même temps, on ne peut pas être complètement irréaliste en disant on va demander à la Chine de faire ce que nous, on n'arrive pas à faire, en tout cas pas forcément les Français, mais les Allemands ou les Polonais n'arrivent pas à faire, ou que les Canadiens, les Australiens et les Américains ne font pas. Et donc ça, c'est difficile, et parfois dans l'arbitrage, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le régime, mais on critique beaucoup la Chine sur ces questions-là, en partie à juste titre, parce que de fait, c'est le premier émetteur. Mais les Américains, les Canadiens, les Australiens, pour ne citer qu'eux, sont loin d'être exemplaires et d'être des modèles. Alors qu'ils ont les moyens financiers, humains, technologiques pour le faire. Mais justement, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, fin septembre 2021, vous avez publié une étude dans le cadre de votre travail à la Fondation pour la recherche stratégique concernant les ambitions internationales chinoises en termes de normalisation. Vous mettiez en exergue que les nouvelles routes de la soie, initiative lancée par Xi Jinping à l'automne 2013, comme un instrument de promotion des normes chinoises auprès des pays en développement, en prenant des exemples de coopération entre la Chine et les pays participant à ce nouveau programme, notamment les chemins de fer au Kenya, l'agriculture au Laos ou bien la télévision au Pakistan. Au regard de ces coopérations qui se multiplient, comment, selon vous, les États occidentaux doivent-ils réagir, voire changer leur stratégie actuelle face à un potentiel avantage concurrentiel, comme vous le soulignez, que pourraient bien se prévaloir les entreprises chinoises dans les prochaines années? Je dirais déjà, le début, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous parlez des normalisations, de normalisation technique, tout le monde travaille sur les technologies émergentes. Et effectivement, c'est important, puisque c'est là où on fait des nouvelles normes. Mais là où la Chine est très active aujourd'hui, c'est d'imposer les normes chinoises sur le plan bilatéral ou multilatéral auprès des pays en développement. Alors on peut se dire, on s'en fout des normes dans l'aérien, dans le ferroviaire, dans l'agriculture, etc. Sauf que quand vous êtes demain une entreprise européenne, que vous voulez exporter vers ces pays en développement, qui ont une croissance forte et qui sont donc des marchés intéressants, vous n'avez pas les bonnes normes. Et donc évidemment, il y a un avantage concurrentiel pour la Chine. C'est un avantage que nous, on a eu pendant des années. Il faut être aussi honnête. On a eu un avantage concurrentiel parce que c'était les Européens et les Américains qui fixaient les normes internationales. Donc aujourd'hui, il y a une plus grande compétition. Donc la question, c'est qu'on a encore des leviers considérables au sein des organisations internationales. Il faut qu'on les préserve. Et qu'il y a toujours un arbitrage. À un moment, il faut être aussi très honnête. Il faut arrêter d'être hypocrite entre l'égalité ou l'équité et la préservation de nos intérêts. On est, nous, de fait, des puissances conservatrices au sein des organisations internationales. C'est normal. Quand vous êtes au FMI, quand vous êtes au sein de l'ONU et que vous avez été historiquement les grands pays qui contrôlaient, ou en tout cas qui avaient une influence démesurée par rapport à la taille de leur économie, ces organisations internationales, et que vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent, les Chinois, les Indiens, les autres, et évidemment, d'un côté, vous dites non, mais il faut de l'égalité, il faut que ça des réformes qui vont représenter le poids politique et économique des uns et des autres, et en même temps, vous voulez garder vos avantages et vos acquis. Bon. Donc dans les normes techniques, aujourd'hui, on en est un peu là. La question, c'est, encore une fois, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a une meilleure coordination entre Européens? Et encore une fois, l'Europe, en termes de normalisation au sens large, est une puissance normative. Donc des normes au sens très large, pas que des normes techniques. C'est comment est-ce qu'on fait pour mieux coopérer? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, au niveau européen, il y a des grosses lacunes. On a beaucoup parlé ces dernières années, si vous vous rappelez, du mécanisme de surveillance des investissements. Ça a commencé en 2016, 2017, etc. En 2019, un mécanisme européen a été présenté. C'est une bonne chose. C'est un mécanisme qui est non contraignant. C'est encore une fois une avancée, mais c'est extrêmement limité. Vous avez encore énormément d'États membres qui n'ont pas de mécanisme pour filtrer les investissements. Et donc quand vous êtes chinois aujourd'hui, et encore une fois, je veux dire, ils ont raison de le faire.
Ils peuvent le faire. Ils ont les marges de manœuvre pour le faire, et vous avez une porosité dans certaines économies. Donc vous le faites. La question, c'est comment est-ce que les Européens coopèrent plus, se coordonnent mieux pour faire face à ça. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours un peu un problème parce que, alors, on dit souvent, on fait du China bashing, etc. On critique toujours la Chine. Alors, on critique sur les réseaux sociaux pour parler de la Chine. Alors oui, effectivement, je travaille dessus, donc c'est normal que j'en parle. Je parle surtout de ça, et je ne parle pas du Moyen-Orient ou de l'Afrique parce que j'y connais rien. Mais derrière certaines critiques qu'on fait de politique publique et de la Chine, il y a aussi un miroir de ce que nous, on ne fait pas. Et je trouve que le débat, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Sur la question du Xinjiang et sur d'autres questions, c'est très bien de dire il faut dénoncer tout ça, il faut que la Chine arrête. Bon, ok. Et alors ? Vous croyez que parce qu'il y a une manifestation à Paris, les dirigeants à Zhongnanhai, c'est-à-dire à la Maison-Blanche à Pékin, vont se dire « Oh là là, il y a une manifestation au Trocadéro, donc on arrête ». Non. La question, c'est quels sont les leviers dont on peut avoir. Et sur la question du travail forcé, par exemple, la question, elle n'est pas est-ce qu'on peut mettre un terme au travail forcé en Chine ? On ne peut pas. Il faut être réaliste. S'il y a du travail forcé, ce n'est pas les Européens seuls qui peuvent y mettre fin. Par contre, on peut ne pas être complice. Dans le sens où on peut considérer que, on fait en sorte que s'il y a des doutes légitimes, on n'importe pas de produits qui soient potentiellement issus du travail forcé. Ça, on peut le faire. Et donc, c'est ça le débat. Le débat, ce n'est pas un moment de dire il faut que la Chine pollue moins. Encore une fois, elle ne pourra pas le faire à court terme. Bon. C'est de dire est-ce qu'on met un mécanisme aux frontières de carbone, enfin sur le carbone, par exemple. Et est-ce qu'on rajoute un coût supplémentaire en mettant les externalités qui étaient avant des externalités, est-ce qu'on les incorpore dans le prix ? Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous ? Et ça, c'est un débat qu'on n'a pas aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour limiter l'influence chinoise dans certains domaines ? Et encore une fois, sans tomber dans la paranoïa. Moi, je suis le premier à dire, à un moment, dire tous les étudiants chinois sont potentiellement une menace, un risque, etc. Non. Alors effectivement, quand vous êtes au CEA et que dans certains domaines d'activité un peu sensibles, vous avez des étudiants chinois qui ont un profil un peu particulier, c'est problématique. Quand vous êtes à Sciences Po et que vous faites un cours de sciences sociales, j'en discutais parce qu'il y a un rapport du Sénat qui est sorti sur les influences étrangères dans le monde académique, en disant il faut plus de contrôle dans les sciences sociales. Honnêtement, on s'en fout. Allez, au pire des cas, j'ai un étudiant qui est membre du parti, mais qui est là pour prendre des informations et collecter des informations sur les cours. Génial. Il va avoir un cours sur, je sais pas, enfin, je fais pas ces cours-là, mais théorie des systèmes politiques, histoire de la République française. On s'en fiche. Après, s'il est là pour potentiellement surveiller les autres étudiants, etc., ça pose un problème. Mais je veux dire, il ne faut pas se tromper de combat. Et à un moment, il faut quand même qu'on ait un débat qui est qu'est-ce qu'on fait nous ? Et encore une fois, sans tomber dans l'excès, le but, ce n'est pas de mettre fin aux coopérations avec la Chine. Il se passe plein de choses en Chine, il y a plein de trucs hyper intéressants en Chine. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent aller étudier en Chine. Moi, j'ai vécu longtemps en Chine, j'ai étudié, j'ai fait une partie de mon doctorat à Tsinghua. C'était super intéressant. Et évidemment que les enseignements sont en partie biaisés. Mais ce n'est pas grave, c'est intéressant en soi. Évidemment que c'est important de vivre en Chine et de voir l'évolution du pays. Aujourd'hui, quand vous êtes à Pékin, quand vous êtes à Shanghai, ça vous donne plein d'idées. Vous êtes, je sais pas, dans les startups ou dans l'innovation, sur les applications pour smartphones, etc. Il y a plein de choses super intéressantes qui se passent en Chine. Alors oui, il y a aujourd'hui une petite tendance à ce qu'il y ait un contrôle sur la vie privée des gens beaucoup plus forte. Vous le voyez sur la question des LGBT, sur les mouvements féministes, etc. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Il faut comprendre qu'il y a encore 10 ans en Chine, je ne vais pas dire que quand vous étiez gay, c'était facile et c'était génial de vivre à Pékin, mais disons que c'était souvent plus facile de vivre à Pékin qu'à Séoul ou Tokyo. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et donc ça, c'est problématique. Mais c'est extrêmement intéressant de vivre en Chine. Il faut vivre en Chine. Quelqu'un qui travaille sur la Chine, qui ne parle pas chinois et qui ne va pas en Chine, a un problème. Alors après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, qui est l'argument chinois aujourd'hui de dire « Ah, mais certaines personnes qui ne vont plus en Chine pour des raisons de sécurité ne peuvent pas travailler sur la Chine ». La question, il y a deux choses. Il y a être en Chine pour connaître le pays au sens large. Et quand vous êtes chercheur dans votre domaine d'activité, avoir accès au terrain. Aujourd'hui, quand vous travaillez sur des questions sensibles, vous n'avez plus accès au terrain en Chine. Même si vous allez à Pékin, c'est génial, vous allez aller manger à Pékin, vous allez aller à l'hôtel, vous allez discuter avec les gens, très bien. Mais accéder au terrain, c'est pas ça. C'est pas être à Pékin et bouffer des grillades, des straws en plein été.
c'est de rencontrer les chercheurs, les diplomates, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et ce n'est pas nouveau. Depuis 2014, vous avez un durcissement de toute la loi dans les universités. C'est moi, le doctorat que j'ai fait sur la pensée stratégique chinoise et les relations Chine-Corée, notamment Corée du Nord, il y a plus de 10 ans, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Enfin, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Et si j'ai un étudiant qui me dit j'aimerais faire ça comme sujet, je lui dirais vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas accès au terrain, ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu la chance de le faire avant 2014, c'est-à-dire le durcissement du monde universitaire, des think tanks, etc. Donc, voilà, là-dessus, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut aller en Chine, c'est important de connaître le pays, de se renseigner sur le pays. On n'en fait pas assez en France, et souvent la couverture médiatique de la Chine n'est pas forcément très bonne. Elle est parfois un peu biaisée, même souvent, et je ne vais pas être là, encore une fois, pour défendre l'ambassade de Chine, mais ils ont raison dans certaines critiques qu'ils font. Et oui, il y a certains articles qui sont pas bons, qui sont biaisés. Quand vous avez un quotidien local qui titre « Alerte jaune », c'est des trucs ouvertement, enfin, de fait racistes, etc. Bon, c'est pas une bonne couverture médiatique. Après, il y a plein de journalistes français qui font très bien leur boulot en Chine, etc. Bon. Et puis, un durcissement, c'est plus difficile d'accès et tout. Mais il faut à la fois mieux connaître la Chine, il faut à la fois continuer à travailler sur la Chine. Et aujourd'hui, en France, le problème, c'est que non seulement on n'a pas la masse critique de chercheurs sur la Chine, surtout sur les questions politiques, questions stratégiques, etc. Et en même temps, on n'a pas le débat public sur la Chine. Et moi, j'appelle à un truc tout simple, je dis toujours la même chose. C'est peut-être un peu naïf quand on le dit comme ça, mais il faut qu'il y ait un débat public sur la Chine, comme sur les autres questions. Je ne dis pas qu'il y a une exception sur la Chine, mais il faut qu'il y ait un débat public. Dans ce débat public, tout le monde a la parole, y compris les diplomates chinois, y compris des hommes politiques français, pour ne pas citer Jean-Pierre Raffarin, qui a tout à fait le droit d'être dans le débat public, et c'est une bonne chose, même si c'est une vision que moi je ne partage pas forcément. Et à partir du moment où on a un débat contradictoire, qu'on puisse collectivement prendre des décisions, et c'est ça le fonctionnement démocratique. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas ces débats-là. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt soudain sur la Chine, qu'on ait une caricature soudaine de la Chine, et qu'on tombe dans l'excès. Du style, encore une fois, tous les étudiants chinois posent problème, on ne peut plus avoir de coopération avec la Chine, etc. Et c'est très difficile de trouver, entre guillemets, cet équilibre entre la défense de nos intérêts, la critique tout à fait justifiée et légitime de certaines politiques publiques en Chine, et la nécessité de continuer les coopérations, de continuer à aller en Chine, etc. Et ça, c'est aujourd'hui un équilibre qui est très, très difficile à trouver et qui va être sûrement de plus en plus difficile à trouver. À la chute de l'Union soviétique, les États-Unis font le pari de la fin de l'histoire. L'intégration de la Chine dans l'OMC et la libéralisation économique impliqueraient progressivement une libéralisation politique et une démocratisation. Pourtant, Francis Fukuyama avait tort, et une nouvelle guerre froide semble s'installer avec deux modèles qui s'opposent sur les fronts idéologiques, commerciaux, militaires, technologiques. En 1989, alors que l'Occident célébrait la chute du mur de Berlin, l'armée chinoise massacrait les manifestants de la place Tiananmen. Deux événements, la même année, qui semblent pourtant à l'opposé dans leur traduction idéologique. Pour Mao, le vent d'Est l'emportera sur le vent d'Ouest. Selon vous, quel esprit dominera dans les prochaines décennies, celui de Berlin ou celui de la place Tiananmen ? Alors, je ne me prononcerai pas sur des pronostics, ni faire pour de la prospective à aussi long terme. Bon, ce qui est sûr, c'est que même si je suis très critique de Fukuyama, bon, ce qu'il disait, c'était un peu plus fin. Et puis en fait, Fukuyama, c'est quand même l'un des rares, il faut reconnaître, qui, 10 ans après, reconnaissait qu'il s'était trompé, a évolué, etc. Et ce qui compte en Chine, on parle beaucoup aujourd'hui du Covid, mais un des tournants, c'est 2008, en fait. On a un peu oublié, vous étiez, vous, peut-être au collège ou à l'école primaire. Moi, j'étais jeune étudiant à Sciences Po. 2008, la crise économique et financière de 2008 a été un tournant. Ça a été un tournant en Chine parce que c'était le moment où les Chinois ont réalisé qu'on avait de fait une transition qui était en cours. Toutes les théories de transition de puissance, etc., ça commence à se formaliser vraiment à la fin des années 2000. Mais attendez, les États-Unis ne sont peut-être pas aussi forts que ça. Ils sont en Irak, ils sont embourbés en Irak, ils sont embourbés en Afghanistan, ils font face à une crise économique et financière sans précédent, il y a une hausse du chômage. Le modèle américain ne fait peut-être pas aussi rêver que dans les années 90. Et les années 2000, la fin des années 2010, la fin des années 2000 en Chine, c'est un moment, quand on reprend toute la littérature, tous les discours, etc., où il y a une remise en cause en fait, de la primauté américaine. C'est la fin de l'unipolarité, grosso modo.
Et on est dans une multipolarisation du monde qui va déboucher sur une bipolarité. Le Covid, ça ne fait qu'accélérer tout ça. Avec une différence de fond depuis 2 ans, c'est que la Chine, désormais, cherche non plus à dire qu'elle croit qu'il va y avoir une transition, mais cherche à dire que son modèle est supérieur. Et ça, c'est une vraie différence. Alors, je me rappelle, il y a encore quelques mois, quand vous disiez ça, on vous prenait pour un uluberlu, mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Moi, j'avais fait une tribune dans Le Monde en mars 2020, au début du Covid, en disant la Chine va mettre en avant son modèle de gouvernance. Et ce qu'elle va dire, c'est que notre modèle est supérieur au modèle occidental, qu'on protège mieux la population, qu'on a des meilleurs résultats économiques, en fait, qu'on est plus efficace. Et quand on disait ça, les gens rigolaient en 2020. Et aujourd'hui, c'est assez mainstream, entre guillemets, de le dire. Et oui, la Chine promeut son modèle. Je ne pense pas qu'on soit dans une lutte idéologique, comme on pouvait l'être sur le reste. C'est parfaitement pragmatique. L'objectif de la Chine, c'est avant tout du régime politique en Chine, c'est avant tout de convaincre la population que, en fait, le modèle que certains ont fantasmé, en fait, est défaillant. En fait, les États-Unis, ce n'est pas un modèle. Regardez les problèmes qu'ils ont chez eux. Et évidemment, la présidence Trump a facilité tout ça. La gestion de la Covid a facilité tout ça. Les émeutes le 6 janvier 2021 au Capitole ont facilité tout ça. La mise en scène du nationalisme en Chine, qui n'est pas nouvelle, ça date des années 90, mais qui s'est considérablement accélérée ces dernières années, ça facilite tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de dire, non seulement soyez fiers de la Chine, mais tant mieux que les gens soient fiers de la Chine, c'est très bien. Je veux dire, on ne va pas dire que les Chinois n'ont pas le droit d'être patriotes, entre guillemets. Mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est de dire le modèle politique et économique chinois est supérieur aux autres. Alors bon, c'est mal placé de dire que c'est inadmissible de dire ça. Je pense que beaucoup d'Occidentaux se sont dit la même chose pendant des années. Mais disons qu'aujourd'hui, ils l'assument beaucoup plus qu'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une lutte de modèle. Ce n'est pas une lutte idéologique. Il n'y a pas, très honnêtement, le socialisme. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la survie du modèle politique chinois. C'est ça la priorité des priorités. Et deuxièmement, essayer de convaincre d'autres pays que le modèle occidental n'est pas le seul modèle et pas forcément le plus efficace. Et aujourd'hui, pour revenir très rapidement là-dessus, quand vous travaillez sur la Chine, il faut toujours revenir au parti. C'est l'alpha et l'oméga en Chine. Quand vous prenez le concept de sécurité nationale aux caractéristiques chinoises, qui a 11 dimensions depuis 2015, la première dimension, c'est la sécurité politique. Avant la sécurité territoriale, la sécurité militaire. Les discours de Xi Jinping au cadre du parti, ils parlent de l'avenir du parti. Je vous invite, alors je ne sais pas si je pense qu'il y a peut-être une traduction en anglais, mais Xi Jinping fait un discours extrêmement intéressant en janvier 2018. Il vient d'être réélu secrétaire général du parti. On a les nouveaux cadres dirigeants du parti et il fait une grande conférence. Donc on a eu nous, le document plus d'1 an après. Ça a été entre guillemets déclassifié par les Chinois plus d'1 an après. Il s'adresse aux nouveaux cadres. Et il parle de la Chine dans l'histoire longue. Il parle de l'effondrement des dynasties, etc. D'ailleurs, l'âge moyen des dynasties en Chine, c'est 70 ans. C'est bien, la République populaire vient de franchir le cap, en tout cas l'année dernière. Et ce qu'il dit, c'est les dynasties chinoises ont avant tout pourri de l'intérieur. Elles se sont avant tout effondrées à cause de problèmes internes, et pas de révolte ou de révolution, à cause d'une corruption des élites et d'un affaiblissement de l'autorité centrale. Et c'est vrai, sur le plan historique, c'est vrai. Vous prenez les travaux de Wang Yura à Harvard, etc., qui est un Chinois mais qui vit aux États-Unis depuis longtemps et qui travaille là-dessus, c'est parfaitement vrai. Et dans son discours, il dit 2 choses. Il dit le plus gros ennemi du parti, c'est le parti. Et le plus gros ennemi du parti, c'est le manque de cohésion au sein des élites. Si vous n'avez plus de cohésion au sein des élites, le parti s'effiloche, le parti s'affaiblit, le régime politique s'affaiblit et tout s'effondre. Et il prend un exemple extrêmement intéressant. Il dit Parti communiste de l'Union soviétique, 200 000 personnes, ils ont pris le pouvoir. 2 millions, ils ont vaincu Hitler. 20 millions, ils se sont effondrés. Le Parti communiste de l'Union soviétique s'est effondré parce qu'il a pourri de l'intérieur. Et qu'ils n'ont plus réussi, à cause de la perestroïka, à cause des luttes de pouvoir, Gorbatchev ou les autres, etc., ils n'ont pas réussi à tenir le parti. Et toute la stratégie de Xi Jinping depuis 2012, avec la lutte anticorruption, la double centralisation du pouvoir au sein de la société autour du parti, au sein du parti autour de lui-même, c'est de s'assurer qu'il y a une cohésion des élites
un contrôle des élites, une cohésion qu'elle soit volontaire ou pas, ou forcée, hein, mais il faut maintenir le parti. Et aujourd'hui, c'est ça qui se joue en Chine. In fine, vous ne pouvez pas faire des études sur la politique intérieure en Chine en étudiant uniquement les politiques publiques. Il faut étudier la vie du parti. Il faut étudier les discours au sein du parti. Il faut étudier les directives au sein du parti, le renouvellement des élites au sein du parti, ce qui va se passer au prochain congrès, au 20e congrès l'année prochaine. Et ça, la vie du parti, c'est fondamental et c'est quelque chose dont vous n'entendez jamais parler. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'articles dans la presse française, mais y compris dans les documents académiques. C'est compliqué de travailler dessus, mais en France, il y a peu de gens. Vous avez quelqu'un comme Jérôme Doyon, on est de la même promo, qui est lui le grand spécialiste des questions de politique intérieure, qui avait fait sa thèse sur la Ligue des jeunesses communistes, qui est maintenant à Oxford, qui fait des études des recherches extrêmement intéressantes sur la vie du parti. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'armée populaire de libération sans travailler sur le parti. L'armée populaire de libération, ce n'est pas l'armée de la Chine. C'est l'armée du parti. Et ce n'est pas un point de vue que je vous donne. C'est les statuts. L'armée populaire de libération est l'armée du Parti communiste chinois. La commission militaire centrale, elle est rattachée au parti. Quand vous avez la garde d'honneur de l'APL qui défile sur Chang'an, l'avenue Chang'an, qui est donc entre la cité interdite et Tiananmen, le premier drapeau qu'ils portent, c'est le drapeau du parti, avant le drapeau du pays. Ce n'est pas un hasard. Et donc, sur cette vie du parti, sur ce qui se passe au sein du parti, même si, encore une fois, on a très peu d'informations, et là-dessus, il faut être très honnête, c'est fondamental. Merci beaucoup. On va désormais passer la parole à l'audience. Une première question. Alors, on va diffuser ce micro-là, parce qu'on n'en a qu'un seul, malheureusement. Donc n'hésitez pas à lever la main, je viendrai vers vous pour la première question. Bonsoir. C'est au sujet ma question est au sujet de la loi sur la sécurité nationale dont vous parliez tout à l'heure. J'aimerais savoir si c'est quelque chose d'irréversible. Enfin, comment vous la décrivez? Ça semble être un processus irréversible. Est-ce qu'il y a un moyen interne ou externe par le biais des organisations internationales ou autres pour la défaire ou la rendre moins puissante? Non. Enfin, c'est un peu violent, mais non. Je ne vois pas comment et par quels moyens on pourrait revenir sur cette loi sur la sécurité nationale. Sauf changement politique à Pékin, entre guillemets. Mais disons que les leviers des Hongkongais et de la communauté internationale sont faibles, voire inexistants. La loi sur la sécurité nationale, encore une fois, c'est ce qui permet à la Chine d'harmoniser, grosso modo, in fine, le système politique et la législation de Hong Kong sur le continent. Enfin, je dis continent parce qu'on dit toujours la mainland China, etc., même si, de fait, Hong Kong est en partie sur le continent. Kowloon, c'est le continent, mais... Et donc, il n'y a pas de levier, malheureusement. Et la loi est faite, comme souvent en Chine, qu'elle donne des marges de manœuvre énormes. Le crime de subversion, n'importe quel régime autoritaire adore le crime de subversion. C'est assez vague, il n'y a pas de vraie définition. Vous pouvez assez facilement mettre quelqu'un en prison pour crime de subversion. Collusion avec des forces étrangères, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous êtes une ONG, oui, vous avez potentiellement des interactions avec des étrangers, vous avez rencontré des diplomates à Hong Kong, etc. Bon. Est-ce que c'est pour ça que vous vouliez renverser la République populaire de Chine ou accéder à l'indépendance de Hong Kong? Non. Mais du moment où vous êtes en interaction, ça peut être utilisé contre vous. Et donc aujourd'hui, non, honnêtement, je ne vois pas de moyen pour revenir sur cette loi, malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même la question des sanctions sur Hong Kong, bon, on peut faire des sanctions si on veut se faire plaisir, entre guillemets. C'est pas ça qui va changer la situation sur place. La question à la rigueur, c'est comment est-ce qu'on aide la société civile. Et la société civile, vous pouvez de moins en moins l'aider à Hong Kong. Parce que si l'Union européenne l'aide, collusion avec des forces étrangères, potentiellement. Donc il ne faut pas. Si vous voulez aider une association, il faut faire attention. Et donc, à la rigueur, oui, on peut penser à des visas, on peut penser à des bourses pour que des jeunes hongkongais puissent, entre guillemets, étudier en Europe, etc. Je me fais attaquer par une mouche. On peut penser à ça. Mais entre guillemets, sur la remise en cause de la loi,
Aujourd'hui, malheureusement, sur le plan purement réaliste et pragmatique, je vois mal ce qu'on peut faire. Est-ce que ça fonctionne? Oui. En fait, ma question, c'est si on hyperbolise un peu quelques points que vous avez relevés, et si on se base, je pense à certaines analyses de, par exemple, Ray Dalio, qui est un économiste américain, qui dit qu'en gros, c'est la fin du règne américain et que bientôt suit du début de la Chine, enfin bientôt, quelques décennies. Qu'est-ce que ce serait un monde où la Chine serait la première puissance mondiale et viendrait remplacer l'actuelle Amérique, l'ancienne Angleterre? Alors, pour l'instant, la Chine est encore loin d'être la première puissance mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est les Chinois eux-mêmes. Ils en ont parfaitement conscience et le Parti communiste en a parfaitement conscience. Il y a des travaux d'ailleurs extrêmement intéressants qui émergent dans les années 80 en Chine, sous l'impulsion d'ailleurs express de Deng Xiaoping, sur comment est-ce qu'on peut définir la puissance d'un pays. Comment est-ce que ça se définit? C'est quoi en fait? C'est quoi un pays puissant? Quels sont les attributs de la puissance, etc. C'est une question qui, quand vous êtes aux États-Unis ou dans d'autres pays, ont évidemment posé énormément de questions. Vous prenez la CIA qui avait eu un département, notamment par Ray Clive, etc., qui faisait ce qu'on appelle les équations de puissance, etc. Comment est-ce qu'on définit la puissance d'un État? Et la Chine a développé le concept à un moment de ce qu'on appelle puissance nationale complète, Dongregoli, et l'idée c'est quoi? C'est des facteurs matériels et immatériels de puissance, donc économiques, militaires, démographiques, en termes de ressources, mais aussi en termes de solidité des institutions, de résilience de la population, etc. Bon. La Chine a conscience que dans ce cadre-là, elle n'est pas encore au niveau des États-Unis, que ça va prendre du temps, et que la question qui se pose, c'est justement comment faire que cette transition se passe bien, entre guillemets. Premièrement, qu'elle se fasse, et deuxièmement, qu'elle se fasse bien. C'est pour ça que les Chinois ne parlent pas du piège de Thucydide. Dans la littérature chinoise, vous avez par exemple de Yan Shuitong ce qu'on appelle le dilemme de l'ascension. Le dilemme de l'ascension, c'est quoi? C'est de dire, on a bien conscience que quand une puissance est émergente et qu'elle change l'ordre établi, ça crée des tensions et que les autres pays n'ont pas forcément d'intérêt à laisser cette puissance, entre guillemets, continuer à monter, et que vous avez, donc en relations internationales, des trucs classiques, des phénomènes de rééquilibrage, de contre-alliance, bon, blablabla. Et la question des Chinois, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à réaliser cette transition. Pendant très longtemps, l'idée a été, dans les années 2010, il faut qu'on utilise le levier économique. C'est le seul levier dont on dispose, il faut qu'on l'utilise. Une partie des routes de la soie, c'est ça. C'est de dire on va accroître l'interdépendance économique vis-à-vis de la Chine, et les pays n'auront pas d'intérêt à s'opposer à la Chine. On a cru que beaucoup ont cru que ça marcherait. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous regardez les sanctions sur l'Australie qui sont sans précédent. L'Australie n'a pas plié. Pire, l'Australie s'aligne sur les États-Unis. C'est vraiment pas une bonne chose pour la Chine, il faut être très clair. Et les sanctions sur l'Australie, elles sont violentes, elles sont brutales. Pour vous donner juste un chiffre, donc il y a des sanctions sur quasiment tout ce qu'exporte l'Australie à destination de Chine, à part le minerai de fer parce que les Chinois en ont besoin, et il n'y a pas de substitut. Vous prenez le vin rouge. Le vin rouge australien, en janvier 2020, 51% du vin rouge australien était exporté vers la Chine. Enfin, des exportations allaient vers la Chine. Un an après, suite à des tarifs de 212%, c'est 1%. Vous êtes dans la filière vinicole en Australie. Pour ceux qui exportaient 80% de leur production vers la Chine, c'est compliqué. Et vous avez beau avoir d'autres marchés potentiels, ça prend du temps, c'est compliqué, etc. La Chine n'a pas réussi à travers ce levier à imposer des choses. Pendant très longtemps, vous aviez une réflexion sur l'Europe de l'Est en disant les pays d'Europe de l'Est sont des petites économies, elles seront dépendantes de la Chine et elles n'oseront jamais s'opposer à la Chine. Et moi, quand j'étais à Pékin, je me rappelle en 2018, dans le centre de recherche des services de renseignement chinois, qui s'appelle le CICIR, et je leur disais, je pense que vous faites une erreur. Je pense que vous faites une erreur, c'est de ne pas comprendre que les Lituaniens, les Polonais s'en foutent de la Chine. Ce qui les inquiète, c'est la Russie. Et donc l'alliance transatlantique, notamment l'OTAN, est pour eux fondamentale. Et donc le jour où ils doivent choisir, grosso modo, d'une façon ou d'une autre, entre les États-Unis et la Chine, la question elle est vite répondue, pour paraphraser les réseaux sociaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me rappelle très bien, c'était fin 2018 à Pékin, donc je discute de ça avec le vice-président du CICIR, et il me fait on en reparlera avec un petit sourire.
Et 3 semaines après, la Pologne est le premier pays à lancer une enquête sur Huawei pour espionnage. Et je me rappelle, il me réécrit après sur WeChat en me disant « Ah, mais tu le savais ». Je fais « Non, je ne le savais pas ». Sauf que oui, du moment où les Américains vont commencer à faire pression sur certains pays, et il ne faut pas être naïf, il y a évidemment des pressions américaines vis-à-vis de certains de leurs alliés, ces pays-là choisissent les États-Unis, ne choisissent pas la Chine. Si vous avez aujourd'hui la Lituanie qui se permet d'aller extrêmement loin vis-à-vis de la Chine, et de fait de faire de la provoque, parce qu'il faut être aussi clair, je veux dire, ouvrir un bureau de représentation de Taïwan, de fait, à Vilnius, il y a 19 ou 20 pays européens dont c'est le cas. Il y a un bureau, vous allez dans le 7e à Paris, dans le 6e, le bureau de représentation de Taipei en France, il y a des diplomates taïwanais à Paris, le représentant et l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères, etc. Ça existe, bon, en soi, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'appelle pas ça bureau de représentation de Taïwan en France. On appelle ça bureau de représentation de Taipei en France. Bon. Les Lituaniens ont décidé d'ouvrir un bureau, très bien pour eux, et ils en ouvrent aussi à Taipei, ça marche dans les deux sens, mais ils ont appelé bureau de représentation taïwanais en Lituanie. Alors évidemment, la Chine a pris des sanctions. Je ne dis pas que la Chine a raison de prendre des sanctions, mais évidemment c'était de la provoque de la part des Lituaniens, parce que concrètement, le fait d'ouvrir le bureau était en soi important, et c'est une bonne chose. Le fait de le nommer comme ça, évidemment, il s'exposait, non pas à la colère, comme on dit souvent de Pékin, mais à des sanctions. Et ils ont aussi fait ça pour des questions de politique intérieure, pour montrer qu'ils tiennent tête, pour montrer que les questions de démocratie, les questions de droits de l'homme sont importantes pour eux. Ils le font aussi pour envoyer un message aux États-Unis. Donc, bon, voilà, il y a des logiques à plusieurs niveaux. Mais disons encore une fois, pour revenir à la base, que l'utilisation du levier économique de la Chine, ça ne marche pas si bien que ça. Bon, à quoi ressemblerait un monde dans lequel la Chine est la première puissance mondiale ? Concrètement, c'est un monde où, oui, les droits de fait, les systèmes démocratiques seront affaiblis, où dans les pays en développement, ce sera très difficile d'avoir potentiellement des mouvements de démocratisation, et que sur cette question-là, il y aura des vrais enjeux. Après, je ne veux pas faire de pronostic sur les questions militaires, tout ça, mais je veux dire, une Chine qui serait extrêmement puissante, qui soutiendrait dans le monde entier des régimes autoritaires, ça aurait évidemment des conséquences très importantes. Après, est-ce que ça va arriver? C'est une autre question. Et là-dessus, vous avez des travaux qui sont parfois très intéressants, qui remettent un peu ça en cause. Par exemple, les travaux de Michael Beckley, qui avait fait sa thèse à Columbia, qui est maintenant à Tufts, je crois, donc à Boston, de dire, en fait, il n'y a pas de fin d'hégémonie américaine. Les Américains, pour telle ou telle raison, vont rester la première puissance mondiale. Et il dit quelque chose, il y a un article alors il y a plein d'articles, il a fait des bouquins, tout ça, mais il y a un très bon article dans Foreign Policy qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines, et il n'a pas tort d'ailleurs sur le plan théorique de dire, attention, on dit toujours que c'est les États-Unis qui vont provoquer une guerre, etc., s'il y a une transition de puissance. Il dit non, la théorie c'est un peu différent, déjà il y a plein de scénarios différents, et il dit que c'est parfois la puissance émergente qui, si elle voit son économie ralentir et qu'elle voit, entre guillemets, ses marges de manœuvre se réduire, peut déclencher un conflit, ou en tout cas avoir un comportement qui peut pousser à ce qu'il y ait un conflit. Et je pense que toutes ces théories-là, il faut aussi les lire. Et qu'on est aujourd'hui dans un truc qui est un peu binaire et un peu simpliste de dire piège de Thucydide, il y a forcément des tensions, il y a forcément une guerre entre la Chine et les États-Unis, c'est les méchants Américains qui vont la provoquer. Je ne dis pas ça pour dire que les Américains font tout bien, ce n'est pas la question. Mais encore une fois, quand vous prenez les questions de politique intérieure en Chine, si demain vous avez une Chine qui est profondément déstabilisée, pour une raison économique, politique ou je ne sais quoi, ce n'est pas forcément ce qui permettra à la région d'être plus stable. Et qu'à un moment, il faut aussi faire très attention, c'est-à-dire qu'une déstabilisation d'un aussi grand pays que la Chine peut avoir des conséquences régionales extrêmement importantes, extrêmement graves, peut pousser le pays à un certain opportunisme, à un certain aventurisme oui, qui ne serait pas forcément dans notre intérêt. Et tout ça, ce qui fait que c'est plus compliqué. Je veux dire ah ouais, on souhaite que le Parti communiste s'effondre et ça va régler tous les problèmes, il y aura une grande Chine démocratique et tout ira bien. C'est plus compliqué que ça. Le nationalisme en Chine, quand vous avez alimenté le nationalisme pendant des années, si vous laissez les gens choisir la politique étrangère de la Chine, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui diraient bon, bah, c'est bon, Taïwan, il nous emmerde, à un moment, on règle le problème, on attaque, point barre. La mer de Chine méridionale, c'est bon, les gardes-côtes philippins et l'armée, la marine vietnamienne, elles ne font pas le poids. Bon, voilà, on montre un peu les muscles et on avance. Donc voilà, je pense que c'est compliqué. C'est encore une fois pas pour défendre le régime ou autre, mais
une déstabilisation de la Chine, une déstabilisation rapide et violente de la Chine, serait un scénario potentiellement aussi noir qu'une domination chinoise, entre guillemets, sur le système international. Bonsoir. Je vais renchérir du coup toujours sur cette lignée. On présente souvent la Chine du coup comme une puissance hostile, c'est le titre de cette conférence, et une puissance hostile souvent présentée dans les médias à l'international. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui il y a des ambitions géopolitiques au sein des ambitions en Chine, quand on voit qu'ils sont plutôt absents ou très peu présents sûrement dans le vote au Conseil de sécurité de l'ONU, ou qu'ils n'ont pas vraiment d'ambition de s'intégrer dans des conflits à l'international, parce qu'ils savent justement que ça ne va pas aller dans leur sens, dans leurs intérêts, qui sont plutôt économiques. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que la Chine est une puissance hostile, qui a pour ambition de remplacer les États-Unis en tant que gendarmes du monde, alors que ça ne va pas les arranger sur le plan économique? Alors je pense qu'ils n'ont pas cette ambition et ils sont parfaitement réalistes. Le sale boulot, entre guillemets, que font les Américains dans plein de régions du monde arrange les Chinois. Pour parler un peu directement, quand vous êtes à Pékin, les troupes américaines au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite, par exemple, les Chinois sont ravis. Ce qu'ils disent, c'est quoi? Ça stabilise le royaume saoudien, et ils font le boulot de stabilisation que nous, on n'a pas à faire. Tant mieux. Après, évidemment, quand ils s'embourbent et que ça déstabilise la région, c'est plus compliqué. Mais dans plein de régions du monde, ailleurs, les Américains ont un rôle de stabilisateur et ce n'est pas forcément critiqué. Bon. Est-ce qu'ils veulent remplacer les Américains? Est-ce qu'ils peuvent tout ça? Alors déjà, il y a un premier point. Pendant très longtemps, la Chine n'avait pas d'intérêt à aller dans des conflits à l'étranger parce qu'elle n'avait pas d'intérêt à l'étranger. La Chine commence à importer du pétrole de l'étranger en 93. Alors nous, on se dit, mais en fait, nous, on a toujours importé, entre guillemets. La Chine, c'est depuis 93. Les besoins en matières premières, c'est vraiment le début des années 2000. L'internationalisation des entreprises, c'est 2003. C'est suite à l'OMC 2001, l'internationalisation, ce qu'on appelle le Zhou-Chu-Chu, c'est-à-dire l'internationalisation des entreprises, c'est 2003 principalement. Les ressortissants chinois à l'étranger, les étudiants, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, c'est récent. Et donc, à la fois, la situation, elle est pas pareille aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans, et il y a de plus en plus d'intérêt à l'étranger, ce qui explique par exemple l'internationalisation des forces armées chinoises. Et c'est extrêmement récent. Décembre 2008, c'est les premières opérations de contre-piraterie dans le golfe d'Aden, au large de l'Afrique. 2011, c'est des évacuations majeures de Libye, puis 2015 au Yémen. 2014, c'est la première fois que la Chine participe à des opérations de maintien de la paix avec des forces combattantes, c'est-à-dire pas uniquement des médecins ou de la police, mais aussi des casques bleus, entre guillemets, en tant que tel, armés, ce dont on pense. 2017, c'est l'ouverture de la base à Djibouti. Donc, entre guillemets, l'internationalisation des intérêts et des capacités chinoises, c'est récent. Deuxièmement, la Chine n'a pas les capacités aujourd'hui de projeter des forces très loin de son territoire. Les gens ne réalisent pas forcément, mais ce qu'ont fait les Américains en évacuant en quelques jours, quelques semaines, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes d'Afghanistan, uniquement par un corridor aérien, c'est énorme. Aucun autre pays ne peut faire ça aujourd'hui. Aucun autre pays. Même nous, les Français, on avait un A400M et on a dû louer un avion britannique. Je veux dire, c'est des capacités de projection de force que personne d'autre que les Américains n'ont aujourd'hui. Et qui, si nous, les Européens, on voulait les avoir, ça prendrait 30, 40 ans. C'est ça la réalité. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas les capacités forcément d'intervenir. Après, l'objectif de la Chine, ce n'est pas d'intervenir militairement, c'est d'influencer, c'est d'interférer, et entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Après, sur la question de l'hostilité, etc., ce qui est sûr, c'est que quand on dit la Chine est expansionniste, moi, j'ai toujours un peu de mal. Les revendications territoriales chinoises, on en pense ce qu'on veut, mais elles ne sont pas nouvelles. Les revendications chinoises en mer de Chine méridionale, elles ne datent pas de 2010 ou 2015, elles ne datent pas de Xi Jinping. Les revendications terrestres par rapport à l'Inde, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que la Chine a des capacités nouvelles. Et que oui, quand vous avez une marine qui met à flotte, en termes de tonnage, en 4 ans, l'équivalent de la flotte française et de la flotte italienne, bah ça pèse. Quand vous pouvez artificialiser et militariser des îlots en mer de Chine méridionale, ça pèse.
Et quand après vous arrivez à la table des négociations avec « en fait on dit que c'est à nous », par rapport à il y a 30 ans, ça a plus de poids. Mais moi, pour l'instant, je ne dirais pas que la Chine est expansionniste, en tout cas territorialement. Après, évidemment, je veux dire, la Chine a des intérêts à l'étranger, elle a plus de moyens. Et donc, les influences, les réseaux d'influence à l'étranger vont être renforcés. Il faut comprendre, par exemple, que les services de renseignement chinois, ils sont récents. Le ministère de la Sécurité d'État, il date de 1983. Grosso modo, l'équivalent de la DGSE, c'est 83. Donc en 83, vous êtes à un moment où ils faisaient du renseignement interne, du contre-espionnage potentiellement, mais surtout du renseignement politique sur le territoire chinois. Les espions chinois, à la fin des années 80, entre guillemets, c'est des rigolos. Ils n'ont pas du tout l'expérience, le savoir-faire des Soviétiques, des Américains, des Français, des autres. Aujourd'hui, ils accroissent leurs capacités, mais encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont en retard, mais ils partent de beaucoup plus loin. Et donc oui, la Chine utilise tout, enfin la République populaire de Chine utilise tous les leviers à sa disposition. Oui, elle fait de la désinformation. Oui, elle a des réseaux d'influence à l'étranger, comme d'autres pays. Oui, elle veut de fait interférer dans certains conflits, mais pas de le faire de façon physique. À l'ONU, elle utilise de plus en plus son droit de veto, toujours en partenariat avec la Russie. C'est très intéressant. Mais ces dernières années, sur la Syrie, sur la Birmanie, elle a utilisé son droit de veto, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 90 et au début des années 2000. Et donc voilà, il y a une affirmation de la puissance chinoise qui est encore une fois difficile à critiquer, dans le sens où elle a les moyens de le faire et elle commence à le faire. Encore une fois, la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous on fait pour réduire l'influence chinoise dans certains domaines, faire en sorte que le fait qu'on ait des sociétés ouvertes soit pas un désavantage pour nous, une faiblesse. Et là-dessus, il y a beaucoup de désaccords. Hein. Vous voulez, quand vous dites, quand vous discutez sur, bon, il y a des réseaux d'influence chinois, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferme nos sociétés, entre guillemets ? Est-ce qu'on fait un peu plus de censure ? Est-ce qu'on fait de l'interdiction, etc. Ou est-ce que justement, on joue pleinement le côté société ouverte ? Moi, je suis du côté de dire, si vous voulez détruire la désinformation de n'importe quel pays, il faut l'exposer. C'est ce que fait par exemple Taïwan. Ils ont une stratégie, c'est du moment où il y a une fake news, une rumeur, et on voit très bien que ça vient d'un pays étranger, le but c'est de déstabiliser le pays, il faut répondre en 20 minutes. Donc vous avez des équipes dans tous les ministères dont le but c'est de répondre aux rumeurs en disant très bien, en redisant quelque chose de très clair. Si vous attendez plusieurs heures, une rumeur se répand et vous ne pouvez plus la contrer. Donc une fake news, ça se détruit tout de suite ou c'est trop tard. Et donc il faut être extrêmement réactif. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en France pour le faire. Donc au SGDSN, on est en train de créer ce qui s'appelle, le gouvernement est en train de créer, ça s'appelle Viginum, vigie numérique entre guillemets, qui vise justement, dans le cadre des interférences dans les processus électoraux notamment, à lutter contre ça. Et Taïwan, par exemple, est un modèle extrêmement intéressant. Et donc c'est très intéressant d'échanger sur l'expérience, le savoir-faire de Taïwan, etc. Mais pour moi, la question c'est ça, c'est aujourd'hui, il faut exposer ça. Quand vous avez une revue Dialogue Chine-France, par exemple, qui est financée de fait par le département, le département de la propagande du parti, il suffit de le dire. Le but, c'est pas de l'interdire. Le but, c'est de dire aux gens, attention, il faut que vous soyez au courant de dans quelle revue vous allez accepter de participer, et quand vous la lisez, qu'est-ce que vous lisez. C'est ça le travail. Et là-dessus, encore une fois, il faut qu'il y ait une vigilance de nos sociétés démocratiques. Il faut qu'il y ait des moyens pour exposer, identifier la désinformation, les opérations d'influence. Mais il ne faut pas qu'on utilise la même caisse à outils, boîte à outils, qu'utilisent les Chinois. En tout cas, le régime politique à Pékin. Ce n'est pas en interdisant des revues, etc. Et puis surtout qu'ils vont utiliser ça, entre guillemets, contre nous, en disant, mais vous voyez, en fait, la liberté d'expression, ça n'existe pas, en fait. C'est pas vrai. Et donc le but, c'est de sensibiliser les gens, de faire exposer certaines pratiques, sensibiliser encore une fois, informer, contre-argumenter. Et moi, c'est ce que je fais souvent sur les réseaux sociaux. Alors il y a un côté un peu amusant de le faire, parce que quand vous avez vécu en Chine, quand vous passez la journée à lire les articles chinois, les discours, etc., vous savez très bien les éléments de langage qu'ils vont utiliser. Quand Lou Shaye, aujourd'hui l'ambassadeur Lou Shaye, fait une déclaration, grosso modo, on pourrait faire nous-mêmes le draft 2 heures avant. Je veux dire, on n'est pas vraiment surpris par les éléments de langage. Et donc l'objectif, c'est non seulement de déconstruire un peu ces éléments de langage, d'y répondre, et de, encore une fois, sensibiliser la population.
Quand, par exemple, alors c'est pour ça que j'avais été insulté, mais quand l'ambassade fait une injonction aux sénateurs français, c'est inadmissible. Et dire ça remet en cause la politique étrangère de la France, etc. Non. Et ce qu'il faut, c'est expliquer à la population, écoutez, c'est une visite parlementaire. En France, il y a une séparation des pouvoirs. Ce que font les parlementaires, ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Parce que quand Mariani, par exemple, va en Syrie, c'est évidemment pas Le Drian qui l'envoie. Bon. Donc, grosso modo, il y a une séparation des pouvoirs. Ce que font les parlementaires n'engage pas le gouvernement. Deuxièmement, les parlementaires français, tous les ans, Assemblée nationale ou Sénat, quelle que soit la majorité, vont à Taïwan, rencontrent les autorités politiques et le chef de l'exécutif, que ce soit les conservateurs, le Kuomintang, les nationalistes ou les progressistes, le DPP, aujourd'hui Tsai Ing-wen. Ils font ce qu'ils veulent, c'est des parlementaires. Deuxièmement, ça n'engage pas les autorités françaises. Troisièmement, ils le font de façon répétée. Et c'est une pratique courante. Et donc, quand l'ambassade essaye de changer le statu quo en disant non, mais c'est interdit. Alors déjà, vous êtes qui, entre guillemets, pour interdire aux parlementaires de faire ça? Personne. Vous n'avez pas d'injonction à faire. Sinon, c'est de l'interférence. Et deuxièmement, il faut contextualiser. Ces visites, elles sont fréquentes. Point barre. Alain Richard va à Taïwan, il y était en 2015 et en 2018. Bon, en soi, il y retourne en 2021. Ce n'est pas une déclaration de guerre de la France, ce n'est pas une volonté française de normaliser les relations avec Taipei. Voilà, on est dans une visite normale, courante. Après, Pékin peut s'y opposer, critiquer. Je veux dire, c'est le rôle des diplomates ici à Paris. Évidemment qu'ils vont la critiquer, mais ils n'ont pas à dire que c'est interdit. Ils n'ont pas à dire que c'est le gouvernement français. Ils n'ont pas à dire que parce que le Sénat est une institution de la République, c'est l'État français, entre guillemets, ou l'État qui va à Taïwan. Non. Ce sont des parlementaires, tout simplement. Merci. Je vais prendre une dernière question, comme la conférence touche à sa fin. Oui, bonsoir. Ma question se pose sur l'image de la Chine et son influence. La Chine a une stratégie de long terme, de très long terme. Et pendant longtemps, elle a fait un peu la stratégie du mine de rien, elle cultive des personnalités comme Jean-Pierre Raffarin, vous l'avez dit, ou l'ex-premier ministre David Cameron. Elle étend son influence en Afrique, mais comme on l'a vu au fil de la conférence, finalement, sa puissance reste assez relative, que ce soit sur ses projections militaires ou ses capacités de sanctions économiques. Et est-ce que finalement, la Chine n'a-t-elle pas dévoilé son jeu trop tôt ? Et si elle l'a fait consciemment, qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de le faire? Alors c'est extrêmement intéressant parce que vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle Taogong Yangwei, c'est-à-dire se cacher dans l'obscurité, attendre son temps, etc., qui était un peu un des maîtres mots mis en avant par Deng Xiaoping, qui était de dire il ne faut pas faire de vagues, il faut qu'on se concentre sur notre développement national et puis un jour, on changera de politique. Xi Jinping, très clairement, a choisi l'affirmation de la puissance. Pour plusieurs raisons. Et encore une fois, je veux dire, la Chine a des intérêts de plus en plus importants à l'étranger. Elle a des moyens de plus en plus importants. Et donc, elle considère qu'il faut utiliser les ressources qu'elle a pour défendre ses intérêts. L'argument des diplomates de dire avant, on se faisait insulter, on disait rien. Maintenant, on va défendre la dignité de la Chine. Bon. C'est un peu gros, je veux dire, aucun diplomate français n'a jamais insulté la Chine. La dignité des Chinois, c'est très important et personne ne remet en cause la dignité de la Chine ou des Chinois, etc. On a des différends politiques sur des décisions de politique publique, etc. Bon. Donc, ils ont décidé d'être dans une logique d'affirmation de puissance. Est-ce que c'est trop tôt? Je ne sais pas. Mais à un moment, vous ne pouvez plus vous cacher. Je veux dire, quand vous avez des capacités comme la Chine, des capacités économiques, militaires, de plus en plus technologiques, etc., vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas d'influence. Et puis ensuite, la Chine a des responsabilités. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités en termes de changement climatique, en termes d'opérations de maintien de la paix, et elle le fait en partie. C'est le premier contributeur parmi les pays du P5 sur les opérations de maintien de la paix. Donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas rester dans l'ambiguïté ou, entre guillemets, cacher ses capacités éternellement. Après, l'autre question qui se pose, qui est une question très différente, c'est celle de l'image de la Chine. Et encore une fois, que la Chine défende ses intérêts et affirme sa puissance, bon, pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à critiquer. La question, c'est l'image qu'elle se donne, certains éléments de langage. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les wolf warriors, les loups guerriers, etc., vous avez une logique qui est purement domestique, politique intérieure. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que quand j'expliquais, moi, l'année dernière, que
et au début de cette année, que l'ambassadeur Lou Chaillet avait un agenda avant tout de politique intérieure et un agenda personnel, les gens disaient non, c'est un ambassadeur quand même, etc. Relisez les interviews qu'il a fait, y compris dans la presse chinoise, dans Guancha il y a quelques mois, où il dit mon public, quand je m'adresse, quand je fais des déclarations, c'est pas les Français, c'est les Chinois. Lou Chaillet, quand il s'exprime à Paris, s'adresse aux Chinois. Pas aux Chinois en France, ou les Français d'origine chinoise, il s'adresse à la population chinoise en Chine. Et donc, les loups guerriers, c'est ça. C'est avant tout une rhétorique qui est beaucoup plus nationaliste, mais qui est utilisée à des fins internes. Le but, c'est pas de faire plaisir aux Français, de séduire les Français. Sinon, ils sont plus intelligents. Ils ne feraient pas comme ça. Après, vous séduisez les Français parce que vous allez faire à haut niveau des rencontres politiques, des rencontres sur les questions économiques, etc. Ça ne marche pas toujours, c'est compliqué, etc. Mais disons que la communication au sens large, l'objectif, c'est quoi? C'est d'imposer les éléments de langage à l'étranger, de façonner les débats à l'étranger sur la Chine et d'essayer que les arguments de la République populaire de Chine soient repris à l'étranger. Et ça, c'est nouveau, par contre. Parce que jusqu'à il y a quelques années, dans les débats à l'étranger sur la Chine, on n'entendait pas la voix de la Chine, entre guillemets. Et dès l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2013, il fait une grande conférence sur l'idéologie et la propagande extérieure, où il dit, notamment, il faut développer des nouveaux concepts, des nouveaux mots, des nouvelles méthodes, blablabla. Et il faut mieux raconter l'histoire de la Chine et mieux faire entendre la voix de la Chine. Et ça débouche sur une réforme de l'audiovisuel pour l'international, la création de CGTN, qui remplace CCTV, l'utilisation des plateformes de streaming, YouTube. Ça passe par une présence beaucoup plus active sur les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter, il y a les comptes officiels associés à la diplomatie chinoise ont été multipliés par 3 entre juillet 2019 et juillet 2020, par exemple. L'activité du compte Twitter de l'ambassade de Chine en France a été multipliée par 100 entre décembre 2019 et mai 2020. Donc il y a un activisme plus important. L'idée, c'est quoi? C'est il faut qu'on arrive à façonner le débat à l'étranger et qu'on défende nos éléments de langage. Ça ne marche pas vraiment, pour l'instant. Mais ça s'améliore. La communication chinoise, il ne faut pas penser qu'ils font que des erreurs. Ça s'améliore, ça va très vite. L'utilisation des réseaux sociaux, notamment, voilà, ça progresse très, très vite. Et il y a une courbe d'apprentissage qui est positive et voire même inquiétante, parce que ça veut dire qu'ils communiquent beaucoup mieux. Bon, c'est plus difficile de contrer certains arguments, etc. Mais aujourd'hui, l'image de la Chine, elle est durablement détériorée. Elle est très faible, enfin, elle est très détériorée, elle est durablement dans la longueur, mais, enfin, dans les années qui viennent, mais elle est aussi en termes actuels très détériorée. Mais ça n'a pas commencé avec le Covid, par exemple. Dès 2017, on voit la tendance, dans tous les sondages, notamment dans les pays développés, à une détérioration de l'image de la Chine. Aujourd'hui, parmi les pays qui ont une vision le plus défavorable de la Chine, c'est les Sud-Coréens, par exemple. Vous avez 83% à peu près de la population qui a une image négative de la Chine. Et les tentatives chinoises, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, à un moment, il y a une certaine naïveté qui s'explique pour des raisons simples. Quand vous êtes un diplomate chinois, vous n'avez pas fait des études de com. Vous arrivez à Paris, vous êtes un bon soldat, entre guillemets, du ministère des Affaires étrangères, vous ne savez pas communiquer. Et donc forcément, quand vous avez à la fois des propos extrêmement agressifs et après des images avec un joli filtre du Tibet et des gens qui dansent au Xinjiang, ça ne marche pas très bien en fait. Pour les Occidentaux, c'est pas bon, ça ne marche pas vraiment très bien. Par contre, quand vous voyez la communication par exemple, du centre culturel de Chine en France, leur com, moi je le dis souvent, elle est vachement bien. Parce que vous avez la mise en avant de la culture chinoise, et c'est utile. Franchement, il y a plein de trucs que fait le centre culturel. Moi, je vous invite à les suivre, c'est des trucs intéressants, mieux connaître la culture classique, certaines régions de Chine, etc. Mais la communication politique, celle-là, elle n'est pas bonne. Et en fait, on en revient toujours au même problème au sein de en termes de communication en Chine. Et c'est un truc, moi, j'avais travaillé sur un article qui était très intéressant de l'Université de défense nationale, publié, je crois, en 2017. Et un chercheur qui était hyper pointu et hyper intéressant, il a raison. En Chine, on a un problème de coordination entre propagande interne et propagande externe. La com qu'on fait pour les Chinois, ça ne peut pas être la com qu'on fait pour les étrangers. Mettre en avant notre puissance militaire, c'est super bien quand on s'adresse aux Chinois, parce que ça montre le développement du pays, la puissance qu'on a, etc. Quand c'est des Américains ou des Japonais qui voient ça, ça ne marche pas bien. C'est même contre-productif. Et en fait, il y a un vrai raisonnement qui est comment est-ce qu'on coordonne les deux.
Comment est-ce qu'on coordonne communication ou propagande interne, propagande externe? Et aujourd'hui, le choix, il est simple. On aligne la propagande externe sur la propagande interne. Point barre. En fait, c'est ça, à rigueur, un peu l'évolution des loups guerriers, etc. Des gens qui travaillent sur la Chine, les expressions même qu'utilise Lou Shaye à Paris ne sont pas surprenantes. Ce qui est surprenant, c'est qu'un ambassadeur le fasse. Ou qu'il le fasse désormais. Mais dans la presse chinoise, bon, moi, on m'a traité de fungo, donc de yen folle. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a traduit, mais en fait, c'était chien fou. C'est pas un terme très innovant. C'est une insulte politique, entre guillemets, assez classique. Ce qui est amusant, c'est comment est-ce qu'ils ont voulu la traduire. Alors ça, c'était amusant, parce qu'il l'a expliqué. Parce que moi, quand je dis non, mais en fait, c'est chien fou, c'est pas comme ça qu'il n'a pas voulu m'appeler yen folle. Et les gens disaient, mais non, c'est yen folle qui veut dire non. En fait, fungo, donc chien fou. Et il s'est dit, et c'est presque touchant, il s'est dit, non, mais les chiens en France sont très aimés. Et donc, si je dis chien fou, c'est pas une insulte. C'est trop gentil. Donc, il faut trouver un autre truc. Donc, yen folle. Et à la rigueur, ça rend le truc encore plus dérisoire et plus stupide de dire yen folle. Et moi, je vous avoue que quand j'ai vu le communiqué le dimanche après-midi où on me traitait de yen folle, le premier truc que j'ai fait, c'est rigoler. En disant, mais vous faites des erreurs de com tellement grosses que ça va être très facile de se défendre et que ça va, entre guillemets, être contre-productif pour vous. Et donc c'est ça, en fait, on est dans un moment aujourd'hui, en termes de com, il y a une dichotomie entre com interne, com externe, un alignement de la com externe sur la com interne, et ça ne fonctionne pas. Et c'est très difficile à résoudre, parce que aujourd'hui la Chine est, entre guillemets, un pays ouvert. Ce qui se dit en Chine, on le sait. On n'est pas dans les années 70 où il fallait parler chinois et lire les journaux papier pour savoir ce qui se disait en Chine. Et que, grosso modo, le grand public s'en foutait en France. Aujourd'hui, c'est très facile. Hein, vous avez des publications en Chine, vous la traduisez vous-même ou certains la passent dans des logiciels, etc. Vous savez ce qui se dit. Et vous pouvez dire, bah, regardez, ils disent ça. Et donc ça, c'est des problèmes de com inhérents à tout régime autoritaire. C'est comment vous coordonnez votre com interne, votre com externe. Et aujourd'hui, le choix, c'est l'interne. Parce que la priorité des priorités en Chine, ce n'est pas l'image de la Chine à l'étranger. C'est satisfaire le parti et garantir la survie, la longévité du parti. Point barre. Et encore une fois, si vous travaillez sur la Chine, vous ne pouvez pas travailler sur les questions économiques, politiques, militaires, sans toujours garder en tête la nature du système politique. Et le fait que, in fine, c'est la vie du parti, c'est la survie du parti qui est l'alpha et l'oméga en Chine. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vondas, pour votre intervention qui était très très intéressante. Merci aussi à Timothée Jekyll et Philomène Potin d'avoir pu animer cette conférence. Et puis merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont tenu jusqu'au bout pour écouter les propos très intéressants de Monsieur Vondas. Je vous invite à sortir de la salle et puis à venir. Il y a un cocktail juste dehors où vous pouvez encore embêter Monsieur Bondaz pour quelques questions, je pense, et discuter avec des membres de DSD. La prochaine fois, je vous ferai un discours digne du 20e congrès. Donc je prendrai mes notes et je vais lire 4 heures de discours. Comme ça, ce sera encore plus fatigant. On fera ça.